19h les amis, et bien c'est l'heure comme tous les soirs d'étape de la quotidienne du Tour de France avec l'équipe d'En Roue Libre. On pouvait difficilement faire un parcours plus historique sur cette 11e étape avec le Galibier, la Croix de Fer et donc l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez. Et comme tous les soirs, je retrouve l'équipe Paul et Robin. Paul, tu as quitté apparemment la colocation et c'est 40 degrés pour retrouver des murs un peu plus frais du côté de Webedia, j'ai l'impression. Tout à fait. Je suis allé au bureau, j'ai retrouvé un nouveau setup. Ça m'a pris un peu de temps, mais on a les bases, les fondations sont là. On s'est posé avec mon petit JB, là, le monteur de chez First Team, devant l'étape du jour. On pensait voir du spectacle, se régaler. On n'en a pas eu pour notre argent, mais écoute, j'ai eu un écho là. Je sais pas si l'un de vous a pu C'est voir cette moi, oreille, Polo. mais on en attendait peut-être un peu plus. On attendait peut-être un peu plus aujourd'hui. Écoute, pour l'instant, on va débriefer ce qui s'est passé, mais par rapport à ce qu'on a vécu hier, il y a moyen d'être un peu déçu, aujourd'hui. On va pas se mentir. Ouais, c'est pas tous les jours la fête, la fête un peu, enfin voilà, quoi que c'est fête nationale aujourd'hui, donc bonne fête à tous. Ça va Robin la forme? Ouais, cette étape m'a donné mal au crâne. Je te jure que c'est pas un mensonge. J'ai une petite migraine depuis tout à l'heure, mais je pense que ça va passer en discutant avec vous parce que je suis du genre un peu à me plaindre, à m'apitoyer sur mon sort. Mais le fait de me concentrer sur autre chose, je vais oublier que j'ai mal et tout va bien aller. Bon, ok, on espère que ça va aller au mieux pour toi, Robin. T'hésites pas à le dire s'il y a quoi que ce soit et bois beaucoup, beaucoup d'eau, comme Polo, il boit beaucoup d'eau. Exactement. Je vous ai mis le sommaire, du coup, les gars, de l'émission aujourd'hui avec bien évidemment le débrief. Donc, c'est Top Pidcock qui l'emporte aujourd'hui. Donc, jour de fête nationale, les amis. J'aurais préféré que ce soit pas un Britannique qui l'emporte, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, il l'emporte, c'est pas n'importe où, en plus à l'Alpe d'Huez. Et il succède à un autre Britannique, à Geraint Thomas, d'Ineos aussi. Donc, bon, ouais, ça fait presque mal de le dire. Preview, comme toujours, de l'étape de demain. Aujourd'hui, demain, donc on ne sait pas trop. Je vais vous poser la question, est-ce que c'est pour les sprinteurs? Est-ce que c'est pour les baroudeurs? On ne sait pas trop, on va voir. Je vais vous poser la question, comme d'habitude, du débrief, des previews dans Roue Libre et dans la quotidienne à 19h. On se fait ça et on se régale. Et aujourd'hui, on met les petits plats dans les grands, donc, et on va faire une interview de Sandy Cazard. Les amis, je ne sais pas vous, mais moi, Sandy Cazard, c'est toute mon enfance. Donc je suis pressé de la voir, quoi, en fait. Ouais, ça va être très très cool. On a préparé deux, trois petits trucs. On va revenir un peu sur l'histoire de Sandy Cazard dans le Tour de France. J'ai hâte autant que toi, Joseph. Ouais, Ouais. ouais, franchement, ça va être sympa. Ouais, Polo. Ouais, non, comme tu dis, Sandy Cazard, c'est notre enfance, c'est cette France qui avait du mal à briller dans les classements généraux des grands tours et qui se raccrochait à des baroudeurs de grands talents. Sandy Cazard en faisait partie. Sandy Cazard nous faisait rêver parce qu'il avait aussi ce petit côté grimpeur que nous, après les années Jalabert et Viran, on aimait bien retrouver. Donc, ouais, ça va être très chouette de l'avoir en interview tout à l'heure. Putain, on est déjà 1400 en live, on vous remercie, on est de plus en plus, et vraiment merci à tous. Donc ça veut dire si on est 1400, ça veut dire qu'il y a des petits nouveaux. Et donc les petits nouveaux, on leur rappelle que on est ensemble tous les soirs de 19h jusqu'à 20h pour débriefer les étapes en quotidienne. À chaque fois qu'il y a une étape du Tour de France, hop, le soir à 19h, on est en live. Et aujourd'hui, on va même prolonger un peu le plaisir avec une interview de Sandy Cazard et on verra jusqu'à quelle heure on termine. Mais on a le temps, c'est Twitch, on est là, on se pose avec Polo, avec Robin. Minuit, on avait dit, c'est ça? Ah ouais, exactement, exactement. Bon, faut que je le dise à madame aussi parce que sinon je vais me faire engueuler. Et en plus, je suis invité chez le petit frère après, donc bon, je vais pas pouvoir rester jusqu'à minuit, mais bon, après, On tiendra ils avec comprennent. Polo. Si je m'amuse avec vous, Ouais. ils comprennent. Je suis pris ce soir aussi, mais j'ai déjà dit à madame que j'aurai un peu de retard. Ah, très bien. Bon, ok. Feu d'artifice ce soir, les mecs, ou pas? Moi, je suis Je allé sais- hier. Moi, je sais pas. Ah. C'est pas. Tu sais, moi, j'habite à la campagne. Et à la campagne, ils le font la veille parce que sinon, ils savent qu'il n'y aura personne. Ah bah, sur le Tour de France aussi, ils l'ont fait la veille, le feu d'artifice, malheureusement. Ah, Mais c'est bon, bien trouvé, c'était ça, quand même Joseph. sympa. Ah ouais, mais je sais, je sais, je sais. Je sais que tu habites à la campagne, que ça allait venir, ceci, cela. Non, c'est pas vrai, mais bon, bref. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas eu un spectacle incroyable, mais il y a quand même à débriefer. Et juste, je rajoute pour ceux qui sont pour la première fois avec nous, je rappelle que si par hasard vous ne regardez pas en live, l'émission elle est dispo après. Elle est dispo sur YouTube, sur notre chaîne First Team Sport. Donc voilà, je vous ai donné toute la colonne vertébrale de l'émission. Bien évidemment, aussi dans cette colonne vertébrale, il y aura la fantaisie du Discord, il y aura la rétro de Robin. De quoi est-ce qu'on va parler tous les jours? Robin nous fait une petite rétro, nous fait parler un peu de l'histoire du Tour de France. De quoi on va parler aujourd'hui?
On va parler de l'Alpe d'Huez, bien sûr, de l'Alpe d'Huez en 84 avec un épisode marquant entre Bernard Hinault et Laurent Fignon. Et Laurent Fignon qui avait passé Hinault et qui avait dit il m'a bien fait rigoler. Donc Ah, ça, ok, ça d'accord. avait été un grand moment. Ouais, sympa, ça on aime bien quand il y a quand même du petit trash talking. Et donc ça sera vers la fin de l'émission. Juste après, on aura du quiz aussi, comme d'habitude. Romain qui a pris une petite avance, mais si y a victoire de Polo aujourd'hui, ça peut tout relancer. Rien Donc n'est on fait. attend ça avec impatience. Exactement, absolument rien n'est fait. Donc on peut commencer à débriefer l'étape du jour, les gars, avec donc le classement que j'affiche et ce classement qui donc montre Tom Pidcock qui va remporter cette étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Il l'emporte devant Louis Mentis et Chris Froome. Les gars, rien qu'on regarde comme ça, tu me dis avant le Tour de France, bah, l'Alpe d'Huez, le classement et le podium final, ça va être Pidcock, Mentis, Froome. Robin, moi je suis plutôt étonné. Ouais, étonnant. Alors, dans un scénario échappé, ça a du sens finalement. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que les équipes de favoris aient décidé de laisser la victoire d'étape prestigieuse à l'Alpe d'Huez aux échappés. C'est surtout ça. Alors, Ineos, évidemment, ils n'allaient pas rouler sur Tom Pidcock, mais le duo Pogacar-Vingard, qui avait l'air, enfin, qui était clairement le plus fort dans l'Alpe d'Huez, ils auraient pu décider de se jouer la victoire. Ça n'a pas été l'objectif du jour. Bon, pour Pogacar, ça se comprend un petit peu parce qu'il n'a pas l'équipe pour contrôler l'étape et se dire je vais aller la chercher. Par contre, Jonas Vingard, il avait le matériel. Et d'ailleurs, j'ai pas très bien compris parce que Jumbo, ils ont semblé vouloir le faire à un moment. Dans le col de la Croix de Fer, ils ont bien accéléré. Van Aert a commencé à prendre un relais. On a fait tomber l'avance à 4 minutes 30 des échappés. Et tout était largement faisable pour aller se jouer l'étape finalement. Enfin, tout était en route même. Ça avait l'air d'être le plan. Parce que si c'est pas ça, pourquoi ils ont roulé? Pourquoi s'être mis au boulot? Franchement, personne n'allait les forcer. Les Ineos, ils n'allaient pas rouler parce qu'ils avaient Pidcock devant. Les UAE, ils étaient bien contents de faire une journée où ils n'avaient pas besoin d'être à l'avant. Je pense que tout le monde se serait contenté de se mettre dans la route Vingard. Et si on était monté comme des sénateurs, ça aurait convenu à tout le monde. Mais ils ont voulu rouler. Et finalement, bah, ils n'en tirent aucun bénéfice. Jonas Vingard, il était quand même très fort hier. Il avait l'air encore fort aujourd'hui. Il tenait la route de Tadej Pogacar quand il a attaqué. Il s'est privé, j'ai l'impression, quand même, d'une potentielle victoire d'étape. Alors, peut-être qu'on ne voulait pas emmener Pogacar prendre des bonifs potentiels à l'arrivée, mais si on en est là, c'est un petit peu abusé, je trouve. Je pense que Jumbo avait pas envie de se faire trop mal, mais il y avait moyen d'aller chercher l'étape sans se faire trop mal. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, Robin. J'ai pas compris, ou du moins j'ai peut-être voulu ne pas comprendre le comportement de la Jumbo sur le haut de la croix de fer. Si tu roules, tu reviens à portée de fusil des échappés, tu vas aller chercher. Quel message t'envoie quand tu prends pas la suite, la suite du relais dans la vallée? Est-ce que ton leader était peut-être pas si bien que ça? Est-ce que vous avez discuté? Est-ce qu'il y a eu un changement de stratégie? Pourquoi il y a eu un changement de stratégie? Pourquoi va rouler en haut de la croix de fer? Visiblement, il n'y avait pas de velléité d'attaque dans le col. Donc ouais, je suis un peu déçu de la Jumbo, un peu déçu des adversaires aussi qui n'ont pas tenté de déstabiliser cette équipe, à commencer par Tadej Pogacar. Je pense qu'il faut être capable de dire quand l'étape est cool et que les coureurs font la course comme on a envie de le faire aujourd'hui. Avec leurs moyens, les coureurs n'ont pas fait la course qu'on avait envie qu'ils fassent, c'est un fait. Pogacar a tenté très, très tard dans l'ascension, ce qui voulait peut-être dire que c'était pas non plus la forme de folie Ah ouais, pour mais se 5 mettre. bornes, il tente. Hein. Un peu moins, un peu moins. Un Bah, peu un peu moins, moins. c'était pour les échapper, hein, mais il tente à quasi 5 bornes, Pogacar. Ouais, mais après, les distances, Ah, c'est vrai qu'il elles y a sont pas l'échappée. énormes. Mais oui, tu vois, Ineos, après que l'écart ait été validé, on va dire, et qu'on était sûr que Tom Pidcock aille gagner l'étape, on aurait pu imaginer quelque chose avec un Adam Yates et ou Geraint Thomas, mais Nyan n'a attaqué. Adam Yates était visiblement déjà très content d'être là. Euh, voilà, bah écoute, forcément, ce genre de petites étapes. On était un peu frustrés, mais bon, il en faut aussi. C'est un peu le revers de l'étape d'hier Ça a du sens après où on a hier, eu hein, ça c'est tout, sûr. on a eu vraiment le feu d'artifice promis aujourd'hui. Ben, on l'a eu hier. Donc aujourd'hui, on a un peu le contre-coup, c'est normal. Mais le fait est que ça a peut-être manqué un peu d'ambition chez les leaders du classement général, de Vingegaard pour aller chercher l'étape, à Pogacar, Geraint Thomas et autres pour peut-être essayer d'enquiquiner le maillot jaune. Mais je pense que chacun a fait avec les moyens du bord aujourd'hui. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment Jumbo voulait durcir pour voir. Alors, j'ai pas vu les déclats passer, mais dans le chat, il y en a plusieurs qui disent ça, que Jumbo aurait réagi en disant qu'il voulait durcir, voir si Pogacar tenait. Sauf que si Pogacar, tu peux le lâcher.
même s'il n'est pas dans un grand jour, c'est avec une attaque de Vingegaard. Tu vas pas lâcher Tadej Pogacar avec le train de Van Aert dans la croix de fer quand il reste 40 mecs. Ça paraît assez évident. Donc si tu voulais vraiment tester Pogacar, fallait que Vingegaard passe une attaque dans la dernière montée, ce qui aurait honnêtement pas coûté grand-chose. Ils se sont retrouvés à deux, ils étaient dans un petit mano à mano. Pogacar n'a pas voulu insister parce que ça servait à rien d'emmener Vingegaard avec lui. Mais si Vingegaard avait vraiment voulu savoir s'il y avait moyen de reprendre du temps à Pogacar aujourd'hui, il suffisait qu'il place une accélération et il aurait eu la réponse. Bah, vous êtes chaud sur Vingegaard et sur Pogacar, etc. Donc, on va continuer à parler d'eux. Juste, effectivement, vous avez parlé au début de l'attitude de la Jumbo. Déjà pour dire que bon, ces trains d'équipe, bah, ça ne nous avait pas manqué, mais voilà, c'est ce qui est une force collective sur des cols relativement roulants. Je dis bien relativement parce que l'Alpe d'Huez, en fait, vraiment des moments, mais c'est pas le col le plus dur. On voit qu'à l'Alpe d'Huez, il y a rarement des énormes écarts. Et encore une fois, aujourd'hui, en fait, le tempo et les passages de Van Aert notamment, Paul, ont rendu peut-être impossible des attaques, hormis celle de Pogacar sur la fin de la montée. Enfin, Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et je pense que ça participe aussi à la frustration qu'on a de l'étape du jour. Et c'était envisageable. La Jumbo a la force collective et physique pour imprimer ce genre de train, pour faire pression sur le peloton et le mettre dans tous ses états. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et si j'étais DS de la Jumbo ce matin, je leur aurais exactement dit de faire ça aux coureurs, puisque c'était exactement ce qu'il fallait faire. Éviter toute velléité d'attaque, éviter. Est-ce qu'il fallait pas mettre une petite attaque? Est-ce qu'il fallait pas vérifier que Pogacar n'était pas prenable encore? Moi, ça, j'avoue, ça, Robin, c'est ta théorie. Moi, je pense que le lendemain d'une journée de grande manœuvre pour la Jumbo avec beaucoup de force lâchée dans la bataille, je pense que c'était pas non plus le moment opportun. Et je pense qu'aussi que si Vingegaard avait la possibilité d'attaquer Pogacar et de le contre-attaquer comme il en a eu la possibilité sur les derniers kilomètres, je pense qu'il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. Peut-être que c'était plus dans l'autre sens. Peut-être qu'un Pogacar a peut-être un peu paniqué, enfin pas paniqué, mais il a peut-être un peu flippé de la force collective et de l'impression qu'a fait hier Vingegaard. Il s'est dit, oula, j'arrive pas à le lâcher de ma roue. Le fait est que Vingegaard n'a pas contre-attaqué. Donc voilà, on en tirera les conclusions qu'on veut. Peut-être que Vingegaard était en contrôle, peut-être qu'il est serein avec les 2 minutes d'avance qu'il a aujourd'hui. Voilà, alors après, c'est des calculs d'apothicaire. Moi, je trouve que si Vingegaard arrive à maintenir cet écart avec Pogacar jusqu'au chrono et que tout se passe bien d'ici là, je pense qu'il aura quand même Tour de France gagné. Toi, Robin, je sais que tu n'es pas trop partisan de cette. Si, 2 minutes 22, oui, c'est beaucoup. S'il a 1 minute 30 sur Pogacar au chrono, je pense que ce sera pas complètement fait. Par contre, s'il a 2,22, bon, ça me paraît compliqué. Après, on se rappelle forcément de 2020. On pensait que Pogacar avait trop de retard sur Roglic au dernier chrono pour aller gagner le Tour. On ne pensait pas voir une performance comme ça. Et Pogacar est allé prendre ce Tour de France, alors que Roglic, rappelons-le, fait pas un mauvais chrono ce jour-là à la planche des Belles-Filles. Donc, c'est surtout vis-à-vis de ce passif aussi que je me dis que Jumbo-Visma aurait intérêt à essayer d'enfoncer le clou si c'est possible. Évidemment, aujourd'hui, ça n'avait rien de facile après l'étape d'hier, après la débauche d'énergie, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que j'attendais pas de grande manœuvre de la part de Jumbo, loin de l'arrivée. Par contre, j'aurais bien aimé voir une attaque de Vingegaard dans la dernière montée, dans l'Alpe d'Huez, pour voir justement si Pogacar était vraiment costaud, vraiment capable de suivre sans souci, ou si justement il était de nouveau capable de lui reprendre du temps. Après, je pense que honnêtement, Pogacar était assez fort, sinon il se serait pas mis en danger en attaquant 2 fois comme ça, enfin même plus de 2 fois. Et j'espère surtout que sur la suite du Tour de France, et notamment dans les Amandes et dans les Pyrénées, on va avoir un duel qui se poursuit, parce que pour le suspense, ce serait cool d'avoir un Tadej Pogacar qui se rapproche avant contre-la-montre. On vous a mis le classement général du coup du post-Alpe d'Huez avec un Jonas Vingegaard qui a quand même un beau matelas d'avance désormais parce que les Alpes vont se terminer. Alors on aura un terrain qui est un peu vallonné, mais globalement les étapes montagneuses des Alpes c'est terminé et il a 2,22 sur Tadej Pogacar et Geraint Thomas qui a 2,26.
Romain Bardet aujourd'hui a été un peu plus dans la difficulté, on va en parler. Il est à 2,35. Adam Yates aussi a un peu lâché 3,34. Et là, on commence à avoir donc Nairo Quintana qui a terminé deuxième hier. Lui a été aussi a dû gérer sa montée, mais il n'a pas pris un énorme tir, un peu comme David Gaudu derrière. Mais derrière, on a Hendrik Mas qui a tenu aujourd'hui, mais vraiment 9,32. Désormais, Vlasov qui a lâché. Henrik Mas, vraiment, il me rend dingue. Enfin, il me rend dingue. C'est un peu son problème, mais tu vois que en fait, sur une course de côte comme aujourd'hui, il est fort et il est capable de tenir et d'être dans les 5 meilleurs. Mais en fait, dès qu'il y a du vélo, dès qu'il y a de la course, dès qu'il faut réfléchir un petit peu, comprendre à quel moment y aller, à quel moment ne pas y aller, et il est pas du tout là. Et tu vois, l'étape d'hier, il est à la ramasse. Par contre, aujourd'hui, quand il faut juste monter l'Alpe d'Huez vite, et ben, il arrive à s'accrocher, quoi. C'est effectivement à Movistar de se poser des questions à propos de ses choix, mais ça se trouve, les caméras de Netflix seront présents et on verra bien ce qu'ils en pensent. Ça se trouve, ils se disent que c'est un bon Tour de France parce ils vont chercher un top 10, c'est Movistar, qui sait. La question que je vous pose, du coup, comment Pogacar peut-il faire tomber Jonas Vingegaard, Polo? Pas comme il a fait aujourd'hui. Alors, encore une fois, je suis un peu dur peut-être, mais j'en attendais un peu plus peut-être de Pogacar au vu de son tempérament, au vu de son talent et au vu finalement d'une journée sans qu'il a eu hier. Je pense qu'on le savait, ça a été confirmé ce matin par son directeur sportif. Je m'attendais à ce que Pogacar réagisse aujourd'hui. Alors certes, c'était pas facile, la marge de manœuvre est quand même très faible face à cette équipe Jumbo. Mais là, du coup, il perd une occasion. On en parle souvent quand on présente les grands tours, quand on débriefe et qu'on analyse les grands tours. Des occasions pour gagner un grand tour, pour regagner du temps. Et là, du temps, il faut qu'il en reprenne. Il y a quand même plus de 2 minutes à aller chercher. Elles ne sont pas énormes. Alors, est-ce que ce n'est pas ailleurs qu'en haute montagne qu'il aura peut-être ses chances voir demain, Saint-Etienne, c'est peut-être pas assez dur. Voir Amande aussi. Amande, je pense que Pogacar peut faire des écarts, hein. peut reprendre une victoire, une bonif, 20 secondes par-ci par-là, ça va aussi jouer comme ça. Et on parlait en début de tour de toutes les bonifs qu'a pu prendre un Pogacar, de tous les petits sprints qu'il a pu faire. Peut-être qu'à la fin, ça comptera finalement. Ce qu'on pensait être un peu de la débauche d'énergie inutile par moment. Finalement, peut-être que ça servira. Les 13 secondes sur les pavés, on a dit que c'était peu. Finalement, je pense qu'aujourd'hui, il est content de les avoir prises. Après, c'était dur pour Jumbo-Visma aujourd'hui, tu l'as dit, Polo. Je pense que c'était dur aussi pour Pogacar. Pogacar, il a fini exténué hier. On n'a pas trop l'explication du pourquoi, mais lui aussi, il a dû avoir un peu de mal à récupérer. Et je pense qu'il n'était pas au top aujourd'hui. Il a essayé parce qu'il était revanchard, parce qu'il est aussi plein de panache. Mais je pense clairement qu'on n'avait pas un Tadej Pogacar à 100% aujourd'hui. Et l'étape de Saint-Etienne demain, qui va être un peu plus tranquille pour lui, devrait lui permettre de se refaire un peu la cerise. Et je pense que dans les Pyrénées, on va avoir un Tadej Pogacar qui va en mettre partout. Alors, il a un problème, c'est qu'il n'a pas de grosse équipe. Il ne pourra pas faire ce qu'a fait Jumbo-Visma hier. Et en plus, l'équipe Jumbo-Visma est, elle, au contraire, très solide. Mais je pense que dans un duel en 1 contre 1 avec Jonas Vingegaard, sur des cols comme Otakam, comme Péragude, comme peut-être même Amande, sachant que c'est plus court, mais que c'est aussi très, très pentu, il peut peut-être faire des différences. Qu'est-ce que je voulais dire Non, mais je me posais la question quand même, quand tu vois l'étape d'aujourd'hui, tu vois, là j'ai mis un sondage pour savoir un peu ce que le chat en pensait. N'hésitez pas à y répondre. Désormais, vous pouvez gagner. Alors, 3 petits points. J'ai mis Pogacar ou Vingegaard. 64% sur Vingegaard. Désormais. Et ce matin, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, le matin, en fait, on est aussi en émission sur Winamax TV et c'est à 11h. Et je vous ai posé la question, notamment, de savoir si vous imaginez sur les pentes de l'Alpe d'Huez une revanche pour Tadej Pogacar ou alors un KO, en gros, un deuxième coup de la part de Jonas Vingegaard. En fait, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Mais par contre, il y en a quand même un qui a essayé, l'autre non. Alors, il y en a un qui a essayé de prendre sa revanche. Vingegaard a répondu, mais n'a pas contré. Mais la finalité, ce qu'on voit à travers le sondage notamment, alors c'est très serré parce que c'est 6 sur 10 contre 4 sur 10, mais c'est que
on voit un Vingegaard qui a quand même pris clairement un avantage psychologique en confirmant en fait aujourd'hui où on s'est dit, où on se disait peut-être qu'en fait hier Pogacar c'était juste un jour sans, il a toujours la même confiance, il va attaquer dès le Ouais, pied. mais le Et jour je sans, il faut comprends en mettre Paul un en petit fait peu. qui dit qu'il est un peu déçu aujourd'hui de Tadej Pogacar, toute proportion gardée. Non, moi je Mais, pense qu'il faut qu'il s'en remette de ce jour sans, et je pense que Pogacar n'est pas surpris. Il aurait été étonnant quand même qu'il reprenne aujourd'hui les 2 minutes qu'il a perdu hier, Ah enfin les bien quasi sûr, 3 bien minutes sûr, qu'il a pris hier. bien sûr. Moi je pense qu'il l'a fait pour montrer aussi qu'il était là. Psychologiquement, c'est pour moi Pogacar qui montre ok, je suis pas encore revenu au top, mais je suis déterminé à attaquer partout dès qu'il y aura une opportunité. Ce qu'on a parfois pu reprocher aux adversaires de Pogacar, je pense qu'à Tadej Pogacar, on va pas pouvoir lui reprocher. Je pense que lui attaquera partout où il pourra, même quand il n'aura Non, mais pas clairement. les jambes de feu. Donc non, moi je pense que évidemment que mentalement hier ça devait être dur pour Tadej Pogacar, mais je pense qu'aujourd'hui il n'a pas pris spécialement un coup derrière la tête. Il en prendra un si on arrive à Otaka, mais qu'il n'a toujours pas réussi à lâcher Vingegaard une seule fois. Polo, tu Non, veux dire quelque chose? ouais, non, mais c'est ça. Tu l'as bien dit, Joseph. Moi, je suis pas déçu parce que Pogacar n'a pas attaqué dans le galipier. Moi, je suis déçu parce que Pogacar avec Maïka était au pied, aurait pu tenter certaines choses plutôt que de placer une demi-attaque à quelques kilomètres de l'arrivée. Après, là, je pense qu'il pouvait pas faire plus. Donc, on va pas aussi demander à des coureurs de nous faire des étapes comme hier tous les jours. Je pense qu'il faut être aussi un peu réaliste. Le fait est que Pogacar, comme je vous l'ai dit encore, il rate, il laisse une occasion passer. Moi, le côté, il va être déchaîné dans les Pyrénées, j'attends de voir. Il va faire chaud dans les Pyrénées, hein. Peut-être Voilà. encore plus que dans les Alpes, parce que Ouais, hier, mais moi je pense qu'il tentera. Aujourd'hui, il a fait encore plus chaud qu'hier pour les coureurs. Vous imaginez Pogacar ne pas essayer, ne pas attaquer? Ah, par contre, il essaiera. Ah bah oui, mais il essaiera, mais il ne faut pas qu'il essaie comme il l'a fait aujourd'hui, quoi. C'est plus ça. Tu ne battras pas Vingegaard en accélérant à 3-4 km du sommet, en mettant une demi-attaque, en te retournant direct pour savoir s'il est dans la roue. Donc il faudra qu'il ait une autre forme, et il faudra qu'il ait peut-être aussi une autre tactique, même si son équipe UAE est plus faible. Quant à Maïka, un Maïka de ce niveau-là, qui est encore bon aujourd'hui, tu peux mettre des choses en place, au moins dans le dernier col, si tu ne peux pas faire avant. Mais je pense qu'il y avait des choses, il y avait peut-être autre chose à faire aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura autre chose à faire, surtout la semaine prochaine. Par contre, je ne sais pas vous, mais là, il y a dans le chat, quelqu'un compare ce duel à la. J'espère qu'on va avoir un duel à la Contador Schleck. Je ne sais pas si on aura Moi, ça. j'y ai pensé aujourd'hui. Je ne sais pas si l'histoire nous laissera ça, mais comment ne pas y penser quand on voit Contador du coup, quand on voit Pogacar placer une deuxième attaque et voir que dans sa roue, il y a Vingegaard et se retourner et qu'ils aient une espèce de conversation. Alors, on sent peut-être moins d'animosité entre les deux qu'il y avait en course entre Contador et Schleck, mais on a un duel qui peut-être qui se forme, quoi. Mais surtout, moi, j'y ai pensé parce que tu as le côté maillot blanc, maillot jaune. Ça m'a fait vraiment penser au Tourmalet 2010 où tu as Contador en jaune et Schleck en blanc et qui se mettent des attaques et qui sont qu'à deux. Alors là, il se trouve qu'ils attendaient un petit peu et que les autres revenaient régulièrement derrière. C'est ce qui faisait un peu la différence avec le Tourmalet où les deux étaient vraiment seuls dans leur monde. Mais ouais, clairement, il y avait un petit côté et j'y ai pensé dans le final. Franchement, c'est pas impossible que dans les Pyrénées, on se retrouve avec les deux seuls au monde parce qu'on sent bien quand même qu'ils sont un niveau au-dessus des autres. Quand Pogacar met son attaque, tu as Geraint Thomas qui est pas loin du tout, mais c'est quand il décide un peu de se marquer que les autres reviennent, quoi. Non, mais c'est ça. C'est ça, mais je pense que c'est ce que tout le monde attendait aujourd'hui. Le côté un peu façon 2018 où ça arrive au sprint entre les leaders du classement général. Sachant qu'il y a des réelles différences de niveau entre chacun, c'est que peut-être que certains n'y sont pas allés aussi fort que ce qu'ils devraient. Après, il faudra se méfier d'un Geraint Thomas, même pour Pogacar. Si tu le laisses à portée de fusil, lui, il peut te flinguer sur le chrono aussi, il en est parfaitement capable. Voilà, je pense qu'on joue un peu au chat et à la souris entre les deux, mais en attendant, on fait pas d'écart, on fait très peu d'écart. Aujourd'hui, un Romain Bardet était un peu moins bien, Gaudieu était un peu moins bien. Il y avait peut-être des écarts à faire aussi en vue du podium. Il faudra aussi faire attention à tout ça. Juste pour info, Joseph, j'avais pas eu le temps de le voir avant l'émission, mais en effet, Pogacar a dit en interview qu'il n'avait pas trop cru en lui, pas trop cru en ses jambes pour attaquer plus tôt, mais qu'il aurait pu.
Et il a dit si j'avais pas craqué hier, j'aurais Ouais, plus voilà. cru en moi, pardon. Donc Ouais, voilà, c'est mais quand même c'est ce qu'on significatif. disait hein, hier, c'est que cette image-là qu'on a vue de lui dans les derniers hectomètres du Granon, et même un peu avant, quand tu es à 5 km seul, qu'il n'y a pas de spectateurs, que c'est rocailleux et que tu as pris ta première gifle de ta carrière monumentale, bah, c'est sûr que ça te fait cogiter et que la nuit, tu y réfléchis. Et quand tu vois tout ce que Vingard reçoit comme louange, etc., que la Jumbo, tu te dis, attends, moi, j'ai pas d'équipe, je me sens pas bien. Demain, il y a l'Alpe. Bah, franchement, c'est logique qu'il doute un peu. Ça l'humanise aussi, Tadej Pogacar. Et on se dit qu'aujourd'hui, eh ben, il a vu un Vingegaard qui ne lui a pas répondu non plus, qui ne l'a pas contré. Donc, il se dit peut-être que dans les Pyrénées, on peut avoir un espèce de feu d'artifice de la part de Pogacar qui aura repris confiance en lui. Oui ou non, l'ascendant psychologique, Nilou, il a raison, il ne l'a plus. Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'avec sa manière de courir, il l'a récupéré. Et surtout, j'ai pas l'impression que la Jumbo-Visma lui ait donné des raisons de le récupérer. La Jumbo-Visma a lessivé toute la journée. Sepp Kuss finit avec les meilleurs après avoir lessivé dans les derniers kilomètres. Et quand Pogacar a accéléré, Vingegaard, arrivait à son niveau en lui disant Coco, va falloir que tu fasses un peu mieux parce que là tu m'emmènes C'est jusqu'à pas ce Paris qu'il comme lui ça. dit, Hein. mais image incroyable quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé. Là, tu m'emmènes jusqu'à Paris comme ça. Donc, Moi, je crois que c'est Pogacar qui lui parle en premier, non? Ou c'est Vingegaard qui non, lui mais parle en c'est premier? possible. Mais je sais pas ce qu'ils se disent. Ouais, Mais c'est en gros, Pogacar qui veut un peu enlever l'animosité entre les deux. J'ai l'impression Vingegaard, lui, il la laisserait bien. Hein. mais oui, non, mais ça, au pire, de toute façon, s'il y a du trash talk, tant mieux. On n'est pas au Ah bah tennis. bien sûr, moi Le trash talk, j'attends que ça, moi. Moi, le, c'est le, pas fille le, qui s'aime. le trash talk, on l'adore. Mais non, mais plus sérieusement, cet aspect psychologique, il l'avait pas ce matin. Je suis pas sûr qu'il l'ait ce soir, parce que vu la Non, c'est table qui sûr. vient de se passer, on a encore vu notamment son équipe de son côté à l'image d'un McNulty catastrophique, pas hyper impérial. Face à elle, la Jumbo a été encore très très forte, stratégiquement parfaite. Et le problème, c'est que lui, quand il a fallu attaquer, il n'a pas fait de différence. Donc, l'ascendant psychologique, comme je l'ai dit, il l'a plus. Et ce soir, il l'a pas non plus. On Il verra aurait s'il le fallu. retrouve. Je ne sais pas dans quelle manière il peut. Je pense que ça va jouer pas mal sur les étapes de transition. Il y a des terrains pour surprendre. C'est plutôt là. Tu vois, à coup de bonif, à coup de petites secondes récupérées, 10-15 secondes par-ci par-là. Là, c'est comme ça que tu peux inverser le momentum et c'est comme ça que tu peux peut-être récupérer cet ascendant psychologique. Mais pour l'instant, en sortie des Alpes, il ne l'a pas. C'est la Jumbo et Vingegaard. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, on a bien senti que les deux, ils se reniflaient un peu, hein, de savoir où ils en étaient l'un et l'autre. Et donc, forcément, que ça donne des étapes où il y a un peu plus d'observation, un Pogacar qui tente, mais qui ne tente pas trop. Il le dit, il aurait pu le faire un peu plus. Un Vingegaard qui reprend Pogacar, mais qui ne le contre pas. Voilà, on sentait qu'il y avait une étape de folie hier et que dans le vélo, bon, bah, tu peux pas non plus avoir tout le temps des étapes incroyables, que les coureurs, tactiquement, ils attendent un peu de temps en temps et c'est bien normal, surtout quand ils sont jeunes et qui continuent en fait à se découvrir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 23 et 25 ans. Quoi. Ouais. Il y a Good Slap dans le chat qui dit est-ce que Pogacar est prêt à mettre une grande attaque au risque de tout perdre? Moi, je pense que oui. Il a gagné 2 fois le Tour de France, il faut le rappeler. Ouais, mais Je peut-être pense pas que encore, la preuve. Peut-être mais il dans le les fera plus Pyrénées, tard, c'est mais pour il va ça pas que le faire, il va ouais, pas le faire voilà. aujourd'hui. Évidemment, Il va pas le faire aujourd'hui, à moins qu'il attaque son bus. ce genre de move, tu le fais plus tard dans le Tour de France, évidemment. Mais je pense que si Pogacar a du mal à réduire l'écart au classement général avec Vingegaard, on va le voir, ce mouvement peut-être un petit peu désespéré à un moment pour tenter de tout renverser, parce que Pogacar, il va pas accepter de faire deuxième du Tour de France. Ça ne l'intéresse absolument pas. Non, là où je vous rejoins, les gars, clairement, c'était peut-être pas le bon jour pour lui, pour son équipe, au niveau de sa forme et au niveau du parcours. Mais quand je n'imagine pas Pogacar ne pas tenter des trucs de fou pour aller gagner le Tour. Tu parlais des grandes manœuvres, pourquoi pas dans les Pyrénées. Moi, je pense qu'encore une fois, qu'il y a des choses à faire d'ici là. Il n'y aura pas mis l'occasion et que je pense que ça va bouger, ça va bien bouger. Je pense que Pogacar va nous surprendre au moins ces 2 prochains jours. Ouais, on l'espère en tout cas. On avance les gars pour parler de Bardet qui est un tout petit peu qui a souffert quand même aujourd'hui. Je remets le classement
de l'étape pour montrer que du coup notre ami Romain Bardet il apparaît pas dans le top 10 aujourd'hui, mais par contre il est toujours présent dans le top 10 du classement général. Il est 4e, il a perdu 2 places, il est passé derrière Pogacar et derrière Geraint Thomas. Il est désormais à 2,35 Romain Bardet. Paul, est-ce que tu as écouté son interview après l'étape? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce qu'il a expliqué un peu sa journée un peu de moins bien? Romain Bardet a eu chaud. Visiblement, il a eu très chaud. Il s'est mis dans le rouge. Et ce qu'il disait, c'est que s'il continuait sur le rythme de Sepp Kuss et de la Jumbo, il allait tout bonnement exploser. Je pense qu'il s'est détaché au meilleur moment possible. Il a fait ça avec intelligence. Alors, certes, ce qui est frustrant, c'est qu'il y ait d'autres coureurs qui n'aient pas besoin de faire ce qu'a fait notamment David Gaudu hier et ce qu'a fait Bardet aujourd'hui. Bardet connaît très bien son corps, connaît très bien son physique, sa manière de courir. Aujourd'hui, il limite la casse. Il s'en sort bien pour une journée qui était vraisemblablement moins euphorique que celle d'hier. Il limite plutôt la casse à son niveau, j'ai envie de te dire, parce que tu vois, on en parlait ce matin, Robin, de quel niveau est Romain Bardet. Est-ce qu'il a le niveau du 2e ou du 3e grimpeur de ce tour-là? Voilà, il est à sa place, je pense, avec un Enric Mas autour de cette 4e place, qui est d'ailleurs sa 4e place au classement général. Pas d'urgence pour Romain Bardet. Pas d'inquiétude. Le podium est encore à portée. Il va falloir du très grand Romain Bardet dans les Pyrénées. Mais surtout, faut noter qu'il reprend du temps quand même à tous les. Ah, excuse-moi, je vais éternuer. Ah non, finalement non. Moi, j'aime pas quand ça arrive, ça. J'aime pas quand ça arrive. Excuse-moi, j'ai cru que c'était l'heure, mais finalement, ce sera peut-être pour plus tard. Sachez en tout cas sur un point Regardez le soleil. que le mal de tête est passé, donc tout va bien. En tout cas, Romain Bardet aujourd'hui, il perd un peu de temps, 18 secondes ou 19 secondes sur Vingegaard, Pogacar et Geraint Thomas, mais en fait, dans sa bagarre à lui, qui n'est pas celle de Vingegaard et Pogacar, disons-le clairement, il perd du temps sur Geraint Thomas, mais sur les autres, non. Il reprend du temps à Adam Yates, il reprend du temps à Nairo Quintana, il reprend du temps à David Gaudu. Et c'est ces mecs-là qui, ce matin, étaient à moins d'1 minute de Romain Bardet. Il leur a tous repris du temps. Et aujourd'hui, ils sont tous à plus d'1 minute de Romain Bardet. Et le seul qui lui reprend du temps, finalement, en plus de Geraint Thomas, c'est Enric Mas. Mais Enric Mas, il est à 7 minutes de Bardet. Donc, il n'y a vraiment pas le feu au lac. Romain Bardet, en effet, il est encore dans cette bagarre pour le podium. Il y a un problème, il s'appelle Geraint Thomas. Parce que Geraint Thomas, on en a parlé ce matin, il était impressionnant hier, il est encore impressionnant aujourd'hui. Alors, certains le critiquaient tout à l'heure dans le chat en disant Geraint Thomas, il attaque jamais. Il ne peut pas. Il n'y a personne qui peut attaquer le duo Vingegaard-Pogacar en ce moment. Il est juste moins fort. Thomas, surtout qu'il a l'avantage du contre-la-montre. Je vous ai mis un sondage d'ailleurs à la famille. C'est pas un mec très explosif, donc il va pas se faire péter le caisson juste pour nous faire plaisir et dire vous avez vu, j'ai attaqué. Non, il fait mais moi je le comprends. Non, mais par contre, moi je le comprends. Tu vois, quand il est en position d'aller chercher un podium et que Adam Yates n'est plus là, là je comprends qu'il aille chercher un podium. Mais par contre, ça m'aurait saoulé qu'il soit un peu 5e, 6e dans la position, qu'il sente qu'il puisse tenir les roues et qu'il tente jamais à la manière d'un Romain Bardet hier. Non, là, je pense qu'il est au max, Geraint Thomas, et par contre, il va falloir régler le souci, c'est qu'il est meilleur en chrono que Romain Bardet, donc il va falloir le décrocher dans les Pyrénées. Non, c'est ça, moi je rejoins complètement Robin sur Geraint Thomas. Je pense qu'aujourd'hui, même Sepp Kuss était indéboulonnable et on l'a vu après avoir fait 2-3 bornes de relais à haute intensité. Il n'explose pas derrière, il finit même avec les meilleurs. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux demander à un Geraint Thomas dont l'explosivité n'est pas non plus sa qualité première? Franchement. Voilà, moi je n'en veux pas à Geraint Thomas aujourd'hui. On peut lui reprocher d'être dans les roues. Aujourd'hui, beaucoup de gens auraient aimé être dans les roues comme Geraint Thomas, même nos Français qu'on aime ériger en apôtres du grand spectacle. Je pense qu'aujourd'hui, si David Gaudu et Romain Bardet pouvaient signer pour être dans la roue comme Geraint Thomas l'a été, je pense qu'ils l'auraient fait les yeux fermés. Après, est-ce que ces gars-là auraient tenté une attaque? Je ne sais pas. Le fait est que pour le coup, Geraint Thomas est hyper solide depuis le début du Tour de France, ça en est impressionnant. Et comme je disais tout à l'heure, il est un peu loin pour la victoire, mais Pogacar serait bien inspiré de s'en débarrasser rapidement pour le podium. Ça, je pense que ça va. Ouais, bah écoute. Non, par contre, les gars, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que quand tu as Adam Yates qui est 5e
Quel peut être le rôle aujourd'hui d'Adam Yates pour Geraint Thomas? On a l'impression que pour le moment, ils font un peu des courses parallèles, qui ne sont pas vraiment dans la même équipe. Ah, Comment l'un peut hier, utiliser Yates, j'ai l'autre? l'impression qu'il est costaud, mais qu'il roule pas parce qu'il a Thomas devant, hein, quand même. Il est moins fort que Thomas. Après, qu'est-ce Alors, qu'il peut tenter? ils s'utilisent, mais j'ai pas l'impression qu'ils se soutiennent, tu vois. Pour Ouais. le moment. Je pense que Thomas ne tentera pas de grandes envolées. Par contre, Yates, oui, parce que la 5e place de Yates, elle n'est pas hyper significative. Même pour un Adam Yates, j'ai envie de te dire, il a déjà fait 4e du tour. Donc, bon, 5e, enfin, ça fait longtemps qu'il a fait 4e du tour. Peut-être que ça l'intéresse de refaire un top 5, mais il y a peut-être un podium à aller chercher pour lui aussi. Il a la liberté, je pense, chez Ineos de tenter les choses, puisqu'on a Geraint Thomas qui est 3e. Donc peut-être que dans les Pyrénées, on va voir un Adam Yates offensif. Après, c'est quand même pas la plus grande qualité d'Adam Yates, hein. C'est pas le coureur le plus offensif qui soit. C'est pas celui qui prend le plus de risques. Donc j'ai quand même un petit doute. Alors après, peut-être que chez Ineos, ils vont réussir à lui donner un papier, un petit mémo où il y a écrit là, t'attaques à tant de kilomètres et puis tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et ça se trouve, ça marchera. Mais jusqu'à maintenant, j'ai un peu du mal à l'imaginer. Alors que pourtant, il y a un coup à tenter parce qu'il est que à 3 minutes 45 au classement général. Donc, un rapproché serait vite fait et surtout, on ne pourrait pas lui laisser vraiment trop de latitude. Après, le dernier souci, c'est quand même que quand tu fais ça, si on surveille Adam Yates, si Pogacar, Vingegaard se mettent à rouler sur lui, l'idée c'est que derrière, Geraint Thomas puisse placer un contre et en profiter. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même si Pogacar et Vingegaard devaient rouler sur Yates, au moment où la jonction se ferait, j'imagine pas vraiment un Geraint Thomas placer une attaque et lâcher les deux autres. Ok. Il y a Gaudu aussi dont on peut parler. Pareil, il n'est pas si loin. Au général, il est à 4-7, mais bon, désormais, il est donc 4-7. C'est presque c'est 1 minute 40 de Geraint Thomas pour le podium. C'était l'objectif de la Groupama FDJ quand même avant le Tour de France, l'objectif annoncé pour David Gaudu. Il n'a pas l'air au niveau en montagne pour reprendre du temps en vue du contre-la-montre, les gars. Ça me paraît quand même très compliqué aujourd'hui d'atteindre l'objectif que Marc Madiot a fixé. Moi, je suis partagé pour David Gaudu. Je suis partagé entre deux choses. Entre le positif, déjà. Le positif, c'est qu'il n'explose pas. Ça fait quand même 2 jours où il est pas tip-top et il n'explose pas. Et surtout, on sait, à l'image de son tour l'année dernière, que lui, il aime bien les Pyrénées, de 1, et il aime bien monter en puissance sur les grands tours, de 2. Donc ça, on peut espérer un David Gaudu de bien meilleure facture pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est ses déclarations. Ses déclarations en fin d'étape, qui dit qu'il n'a pas la confiance pour jouer mieux que ce qu'il est en train de jouer, malgré l'aide psychologique et physique que lui apportent ses coéquipiers qui ont encore été très, très forts aujourd'hui, à l'image d'un Thibaut Pinot qui s'est vraiment arraché pour essayer de l'aider un peu sur le pied de l'Alpe. David Gaudu, dès qu'il est seul, c'est compliqué. Et là, il a vraiment avoué aux yeux du monde, et je ne sais pas si d'ailleurs c'est très malin de faire ça, parce que ça donne des idées à ses adversaires. Mais dire ce genre de phrase en fin d'étape, c'est compliqué. Certes, le Dauphiné est Les compliqué. conséquences seront limitées, hein. Il est aujourd'hui 7e dans le paquet de coureurs à un niveau un peu similaire, Ouais, on va dire. non, non, mais c'est pas rassurant pour la suite. C'est plus en ça que je vais te dire ça, parce que là, voilà, là, les 2 étapes de montagne sont passées. Il les a faites comme il a pu. Moi, je trouve qu'il les a faites plus ou moins à son niveau. En tout cas, hier, il finit vraiment très bien, et c'est son niveau. Aujourd'hui, peut-être un peu loin de son meilleur niveau, mais c'est dommage que dans ses déclarations, on ressente un manque de confiance comme ça, alors qu'il a toutes les qualités pour au moins les titiller. Peut-être pas le duo Vingegaard-Pogacar, mais derrière, il est largement, normalement, intrinsèquement, en tout cas, Je en sais qualité pas de si le niveau grimpeur, à ce niveau-là. de Thomas est Bardet, tu vois. Moi, je pense quand même que David Gaudu, c'est pas si mal qu'il soit honnête finalement. Ça permet peut-être aussi d'extérioriser ses doutes et ce qui lui pèse un petit peu plutôt que de tout garder pour lui et de ne rien dire à personne.
Je trouve que c'est finalement plutôt assez sain. Et quelles sont les conséquences? Enric Mas va lui mettre des attaques plein la tête pour essayer de rattraper 5 minutes. Aujourd'hui, David Gaudu, il est 7e du général. J'ai envie de te dire, vu son niveau, ça pourrait pas vraiment être pire quand tu vois l'écart qu'il y a. Bon, Pidcock, je le compte pas vraiment parce qu'il a juste fait un rapproché aujourd'hui. Mais Enric Mas, c'est un jour sur deux et il est quand même à 5 minutes. Et Vlasov, il est lâché encore plus tôt que David Gaudu aujourd'hui. Donc finalement, 7e, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est la pire place que pourrait obtenir David Gaudu sur ce Tour de France. Oui, Donc, oui. donc finalement, Mais ça ne peut pas empirer les choses de dire ce qu'il vient de dire. Dans le chat, il y en a qui disent qu'il peut encore accrocher un top 5. Moi, je suis plutôt d'accord. Yates et Quintana sont vraiment pas loin en termes de temps. C'est des coureurs qui sont pas très bons non plus en contre-la-montre. Donc le top 5 est tout à fait jouable. Je pense aussi que le podium, c'était très ambitieux. Quand tu vois les qualités de rouleur des trois de devant, ça voulait dire qu'il allait falloir être au top du top dans la montagne. Et malheureusement, sur ces 2 étapes alpestres, ce n'était pas le cas pour David Gaudu. Mais je ne suis pas non plus surpris de le voir finalement au niveau d'un Yates, d'un Quintana, et de ne pas le voir au niveau des 3-4 meilleurs. C'est un peu là où je l'attendais, très honnêtement. Après, il peut se refaire dans les Pyrénées, il peut essayer de faire un beau rapproché, j'espère pour lui. Et je pense vraiment que ça peut être un peu une sorte de thérapie de dire ce qui ne va pas en ce moment pour aller mieux ensuite. Bon, je bien l'espère évidemment, en j'ai tout mis un cas. sondage et je me suis trompé. J'ai mis top 5 et après j'ai mis 5-6. Donc top 5, c'est 1, 2, 3, 4, on va dire, hein, les amis. Voilà, donc vous pouvez Bah, ça répondre marche. au sondage. Ça marche en vrai, hein. Top 5 et Bah, 5, 6, top hein. 5, bah non, parce que top Ah 5, non, quand tu top fais 5, le cinquième, t'es ça 5, compte cinquième. top 5. Ouais, 5, bon, alors on 6. chipote là. Ouais, bah après, le mec qui Oui, veut chipoter, il peut. mais tu vois, c'est ce qu'on se dit. Robin, pour David Godu, c'est ce qu'on se disait quand on a fait la preview de ce tour. C'est qu'un top 3, ça paraît ambitieux, mais pourquoi pas. Un top 5, ça paraît largement jouable. Et aujourd'hui, comme tu dis, le top 5 est jouable. C'est pour ça que moi, je n'étais pas rassuré par ses déclarations parce que il n'a pas perdu 30 minutes aujourd'hui. Il fait une montée honnête, il la finit bien, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que dans la tête, au moment où il faut s'accrocher, eh ben, il a lâché là où d'autres ont réussi à tenir. Certes, ces autres qui ont réussi à tenir, ils n'ont pas non plus pris beaucoup de temps sur David Gaudu. Et comme tu dis, David Gaudu reprend du temps sur pas mal de ses adversaires aujourd'hui. Bardet, pardon, là je confonds avec Bardet. Mhm. Donc là, j'ai une bêtise, David Gaudu en perd. David Gaudu en perd un peu. J'espère que cette thérapie, comme on peut l'appeler, ait un côté positif. On sait que chez la Groupama FDJ, on aime bien mettre à nu les sentiments et pas toujours pour le meilleur. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que David Gaudu peut compter sur une équipe fantastique avec un Thibaut Pinot qui monte en puissance. On a vu au pied de l'Alpe, encore une fois, Genietz, Storer, même un Madouas qui s'est un peu accroché, qui a réussi à basculer sur la croix de fer. Voilà, il pourra compter là-dessus. Et c'est très important. Je pense que si la Groupama déjà va garder ce momentum, elle va garder cet état d'esprit, cet esprit d'équipe, je pense qu'ils peuvent décoincer, entre guillemets, débloquer David Gaudu et voilà, et lâcher la bête dans les Pyrénées. En tout cas, ça, c'est le scénario vraiment positif et j'espère vraiment, parce que j'ai envie que David aille chercher ce beau top 5, voire mieux, que ça va se passer. Faut dire que sur l'étape du jour, Bardet, Yates, Gaudu, Quintana terminent tout seuls, chacun seul, mais les uns derrière les autres, 11, 12, 13 et 14e, et ils se tiennent en 1 minute. Bardet termine à 3,42 de Pidcock et Quintana à 4,44. Donc ils sont quand même dans un mouchoir, et en fait, tu regardes l'ordre d'hier, bah, hier, Gaudu était un peu mieux que Yates. Quintana, qui termine dernier du quatuor aujourd'hui, il était le premier hier. Et en fait, j'ai quand même l'impression que la forme va être, enfin la hiérarchie va être bousculée chaque étape de montagne entre ces 4-là qui ont un niveau vraiment assez proche. Ça va à chaque fois dépendre de comment ils ont supporté la chaleur, comment ils ont laissé de l'énergie sur l'étape de la veille. Il va y avoir la donnée aussi de comment ils vont réussir à se remettre dedans mardi prochain après la journée de repos quand on va attaquer les Pyrénées. Je sais que notamment, c'est pas le truc favori de Romain Bardet, les lendemains de journée de repos. Donc je pense vraiment que ces 4-là, honnêtement, sont dans un mouchoir. J'ai quand même l'impression qu'on a un trio qui se dégage aujourd'hui avec Vingegaard, Pogacar, Thomas, et que derrière, on va se jouer peut-être les 4e et 5e places et essayer d'aller titiller ce Geraint Thomas qui est le plus prenable des trois de devant. On va attendre. En tout cas, il y a pas mal de réactions aussi sur Thibaut Pinot dans le chat il y en a beaucoup qui se demandent quel peut être son rôle.
Québécois qui dit Pinot n'aidera pas Godu. Ça m'avait l'air d'être de la com, ces déclats. Il ne l'a pratiquement pas aidé en 2 semaines. Pas de raison que ça change maintenant que Godu n'est plus vraiment dans le coup pour le top 3. Je suis pas d'accord. Surtout quand tu écoutes Thibaut Pinot tout à l'heure à l'arrivée. Il a été un peu juste, il était dégoûté. Il dit voilà, aujourd'hui, je voulais, à partir du moment où j'ai pas réussi à prendre l'échappée, je voulais aider David. J'avais des bonnes jambes, mais j'ai eu un coup de chaud, j'ai un coup de chaud au pied. Et j'ai pas réussi à m'en remettre. Je me suis remis un peu après avec des bidons. Mais il était vraiment dégoûté. Ce qu'il disait, il était frustré de ne pas avoir réussi à aider plus David Je aujourd'hui. pense qu'il est frustré de sa journée de manière générale, Pinot, parce qu'il a aussi voulu accompagner certains coups pour aller dans les échappées, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il a peut-être l'impression, Pinot, de ne pas avoir réussi à prendre l'échappée et de ne pas avoir réussi à aider Godu, donc d'avoir passé une journée un peu anonyme, alors qu'il espérait sûrement être utile à quelque chose sur cette étape de l'Alpe d'Huez du 14 juillet en plus. Moi, je pense qu'il y a peut-être un côté com aussi dans le podium qui a été annoncé par l'équipe Groupama FDJ avant le Tour, c'est que ça te permet aujourd'hui peut-être de libérer Thibaut Pinot, de dire d'avoir dit qu'on jouait le podium et pas le top 5, ça permet de peut-être aujourd'hui de dire l'objectif podium, c'est un petit peu éloigné, donc on peut se permettre de laisser totale liberté à Thibaut Pinot dans les Pyrénées. Alors que si tu avais dit on joue top 5, bah, le top 5 il est encore totalement jouable, donc on aurait peut-être plus tendance à garder Thibaut Pinot en tant que lieutenant. Je sais pas, c'est une totale hypothèse, on verra si ça peut se confirmer, si ça en prend le chemin dans les Pyrénées, mais voilà, je me dis que ça peut avoir été intelligent de la part de Groupama FDJ de viser un peu haut pour avoir plus de facilité à libérer Thibaut Pinot. Après, je ne sais pas où on en est en termes de classement, notamment pour le maillot à poids. Alors, je sais que ce n'est pas l'objectif numéro 1 de Thibaut Pinot, même si avant le Tour de France, il en avait quand même un parlé. Et puis, il a pris 14 points et Geschke en a 43 en tête. Voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est que pour le moment, ces apps n'ont pas offert non plus des points démentiels en vue du classement par points, et que si Thibaut Pinot sur une étape... comment ? Tu as dit classement par points. Ah oui, pardon, classement à poids. Maillot à par poids. Voilà, entre les étapes 17 et 18, il y aura énormément de poids qui seront de points, putain, qui seront filés, et donc c'est pas non plus un objectif qui est impossible à aller chercher. Mais c'est vrai que si David Godu a une chance d'aller chercher un podium, il va vraiment falloir choisir, même si on a vu que sur l'étape du Granon, au final, un Storer et un Madouas qui sont en forme peuvent suffire, hein. Donc c'est des calculs difficiles pour la Groupama FDJ. Je ne sais pas si Paul, Robin et moi ne sommes pas objectifs comme certains nous le reprochent, et on vous lit et on essaye de l'être, on se remet en question et on suit bien évidemment l'actualité de Thibaut Pinot, et surtout on adapte à chaque fois le curseur au maximum avec Thibaut Pinot en fonction de ce qu'on attend de lui, ce qu'il est capable de faire, et parce que c'est un élément, voilà, chaque jour Thibaut Pinot, c'est sûr le Thibaut Pinot qui gagnait au Tourmalet, mais voilà, on attend un peu chaque jour de savoir ce qui se passe, et on essaye bien évidemment d'être le plus objectif possible tout en croyant en lui, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Robin ? Non, moi ça va. Ah non, je croyais que tu disais qu'il fallait être objectif. Moi, j'avoue que l'avantage d'être sur le digital et d'avoir notre chaîne à nous, c'est de pouvoir dire ce qu'on veut. L'important, c'est d'avoir une analyse un peu sensée. Mais si on doit garder une neutralité, une objectivité tout le temps, quel que soit le coureur, la situation ou la course, ce serait pas très marrant. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, non, mais un peu de subjectivité, parfois ça fait pas de mal, et ça vaut pour les coureurs français, mais ça vaut aussi pour nos coureurs qu'on aime bien et d'autres qu'on aime un peu moins. Je pense qu'on en a tous, nous trois, et je pense que les gens qui nous suivent, ils savent un peu quels coureurs on aime et quels coureurs on aime bien. Non, mais en plus, la grande différence entre il y a la subjectivité et il y a un peu le lobbyiste, quoi. C'est-à-dire que le lobbyiste, c'est un peu ce que vous nous reprocheriez, c'est-à-dire ne pas croire en les capacités de Pinot de gagner certaines étapes, et de le dire quand même. Et derrière, la subjectivité, d'aimer un coureur, mais de croire vraiment en ses chances. Et là, c'est la réalité pour Paul et pour Robin. Ils croient vraiment ce qu'ils disent. Et moi, de mon côté aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas survendre un truc juste pour le protéger, en gros. Après, bien sûr qu'on a tous... surtout que si tu n'y crois pas, tu vas finir par passer pour un con, quoi. Et c'est voilà, dommage de passer pour un con pour un truc auquel tu croyais pas. Après, bien évidemment, de toute manière qu'on vous lit et qu'on prend vos commentaires si des fois vous n'êtes pas d'accord avec nous. Mais c'est vrai que sur ce sujet, on est relativement d'accord. Mais bon, ça arrive comme ça. Après, on n'est pas les seuls
à bien aimer Thibaut Pinot. C'est un coureur très très populaire. On en a beaucoup parlé cette année sur la chaîne, mais même à l'international, quand tu suis les réseaux partout, le jour où il a gagné son étape sur le Tour des Alpes, tu avais l'impression que c'était le coureur le plus aimé du monde et pas C'est seulement en clair, France. Donc c'est aussi être objectif que de reconnaître qu'il y a des coureurs qui donnent plus d'émotions que d'autres. c'est Et ça. aujourd'hui, Thibaut Pinot en France et même dans le monde du vélo en général est un des coureurs qui donne beaucoup d'émotions. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est la réalité. On parle quand même du vainqueur du jour, les gars. Ça me fait mal d'en parler, mais j'en parle quand même. Non, en plus, je l'adore. J'aime beaucoup cet homme, Oui. ce jeune qui fait son premier Tour de France. Je rigole, bien évidemment, en disant que c'est un Britannique qui gagne le jour de la fête nationale. Mais Tom Pidcock qui va gagner à l'Alpe d'Huez. Voilà, quand on vient du cyclocross, qu'on se met au cyclisme sur route, on sait qu'on prend un peu l'ombre de Van Aert et de Van Der Poel. Robin, là, Tom Pidcock, il a pris la lumière pour le coup. Ouais, il a pris la lumière et puis il faut rappeler qu'il a 22 ans, hein. Il n'a pas l'âge de Van Der Poel et Van Aert qui eux ont 27 et je crois que Van Der Poel a 26. Tom Pidcock, il est encore plus jeune. Et ouais, aujourd'hui, il montrait déjà depuis quelques jours sur le Tour de France qu'il pouvait être impressionnant et qu'il pouvait s'accrocher un petit peu en montagne plus qu'on l'imaginait. Alors, pas de là à aller jouer un classement général ou à avoir un rôle prépondérant pour les stratégies de l'équipe Ineos, mais quand même assez impressionnant. La super planche des belles filles, il était là. La première étape des Alpes hier aussi. À Megève, il était là presque facile, j'ai envie de dire. Donc, ouais, c'est assez dingue ce qu'il est en train de réaliser. Et je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir pour lui. C'est quand même un coureur qui a gagné des belles classiques, qui joue la gagne sur les Ardennaises. Est-ce qu'il aurait intérêt à se mettre à jouer les courses par étapes? C'est un débat qu'on a eu 1000 fois avec Remco Evenepoel, avec Julien Lafilippe. Moi, je ne suis pas certain. Avec Bob J'ai- Jungels. j'ai- j'aime bien que les hommes de classique restent des hommes de classique, mais j'aime bien aussi quand les hommes de classique viennent sur le tour et claquent de belles étapes comme ça. Un homme de classique qui a gagné le Baby Giro et qui, à l'instar d'anciens vainqueurs du Tour, est excellent aussi en VTT. Moi, je pense qu'à l'image de ce que dit Jordan dans le chat, on ne connaît pas ses limites. Alors certes, c'est toujours un peu le fantasme dès qu'on a un coureur qui performe, qui gagne une étape, qui est un peu jeune, qui a un peu de flow, de se demander s'il peut gagner un grand tour. Moi, quand je vois ses qualités, quand je vois ses capacités et son talent, je ne vois pas grand-chose qui, à l'heure actuelle, pourrait l'empêcher d'un jour de briguer de briguer un jour un classement général. Mais pour l'instant, je pense qu'il peut être fier déjà de la carrière qu'il a, des résultats qu'il a sur les courses d'un jour, en VTT, en cyclocross. Mais voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, après avoir fait le tour de tout ça, il va vouloir se tester sur quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose peut-être d'encore Après, plus dur à aller sur les chercher. classiques, il n'a pas encore fait son palmarès. Il n'a pas encore fait son palmarès. Il a quoi? Il a l'Amstel? Non, l'Amstel, il fait deux. Bah, l'Amstel, il se fait Ouais, taper par Van Aert oui, à la photo finish. Il a gagné la flèche Brabanson et il gagne la flèche, ouais. Je confonds toujours l'Amstel et la flèche. Ouais. je crois que pour l'instant, mais il gagne la flèche Brabanson, hein, c'est pas encore Oui, la oui, flèche non, mais Wallonne. bien sûr, il doit avoir en tête de vouloir chercher des monuments, mais bon, c'est pas incompatible de vouloir chercher des monuments et de travailler en vue de jouer le classement général sur un grand tour, parce que là, il est en train de montrer qu'il en a les capacités, quoi, sans trop en faire. Tu vois, c'est même pas un Julien Alaphilippe qui au jeu des circonstances de course se retrouve bien placé. C'est à la pédale. C'est à la pédale qu'aujourd'hui, il va faire ça. Bon, certes, aujourd'hui, il prend une échappée qui le remet vraiment à l'endroit dans le classement général. Mais on a quand même l'impression que dans un autre contexte, il aurait pu faire, et surtout avec l'âge qu'il a, il a les capacités, je pense, pour faire encore mieux dans les années qui viennent. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est bien évidemment un profil qu'on suivra et en plus, sincèrement, les descentes de Tom Pidcock, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il gagne. C'est pas dans les montées et il part à contre-temps. Donc, c'est d'autant plus impressionnant. Il descend comme un dieu. Par contre, c'est trop beau à voir, dit Pierre. C'est vrai qu'ils ont eu le débat sur France Télé. Il n'a pas mis les mains Ouais, sur les freins, hein. non, mais ça c'est dingue, les trajectoires qu'il prenait. Et ils ont eu le débat sur France Télé du classement du meilleur descendeur, etc. Est-ce qu'il faudrait le refaire, faire? Bon, moi, je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'en plus pour la classification, c'est relativement compliqué. J'ai Non, juste mais à les mecs, ils vont apprécier. se tuer. Ouais, en plus ça sort. Voilà, en plus ce classement aurait lieu jusqu'au jour où il y en a un qui se tue à nouveau parce qu'il va chercher des points. Ce serait débile autant que ceux qui veulent prendre des risques le fassent et qu'on leur mette pas en plus la pression d'un classement Ouais. en plus il y en a assez des classements quoi et Ils certains prennent des déjà fois ne assez sont de pas risques les pour aller plus chercher des spectaculaires. étapes. Il n'y a pas besoin de leur rajouter un Ouais, classement juste pour récompenser celui qui est le plus fada, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà pour Tom Pidcock. Et il y avait d'autres éléments dans l'échappée qui étaient intéressants. Louis Mentis, alors qui ne passe pas loin, mais qui a fait une belle étape. Mais surtout, les gars, Christopher Froome qui fait une très belle étape. Et ça, bon, bah, pour certains de ses fans, c'est cool. Et puis tout simplement, de le revoir à un niveau décent, ça fait plaisir aussi, quoi. Non, tout à fait. Franchement, c'était vraiment la petite excitation de cette étape quand on a vite compris que l'excitation ne viendrait pas du classement général, c'était du cours du classement général. C'était de voir un peu comment Christopher Froome, dans une situation qu'il a plus connue maintenant depuis 4 ans, allait pouvoir se dépatouiller. Et franchement, c'était cool. Il y a eu une belle passe d'armes avec Menkis et Pidcock. Revoir l'anglais à ce niveau-là, c'est cool. Hein. C'est toujours ce côté un peu romantique du vélo d'un mec qui a été détesté par l'opinion publique pendant 10 ans et qui ne performe plus, en tout cas en France, qui maintenant ne performe plus, tout le monde se met à le Alors, lui jeter de la supporter. piste, hein, je rappelle, hein. Oui, oui, entre autres. Et, c'est marrant, mais du coup, c'est très plaisant. Franchement, c'est plaisant de le voir comme ça. Ça fait vraiment kiffer. C'est dommage, il lui en manque un peu, mais c'est pas surprenant non plus. Je le voyais pas lâcher Menkis et lâcher Pidcock en montée, après ce qu'il nous a montré ces derniers mois. Mais en tout cas, il fait plaisir et il se fait plaisir. Je pense que c'est aussi ça le plus important. Aujourd'hui, il m'a régalé. C'était vraiment la petite chose que j'ai regardée de cette étape. J'ai vibré pour lui dans l'échappée comme si c'était un coureur français. Et ça, pour le coup, si on m'aurait dit ça il y a 5 ans, 5-6 ans, je l'aurais vraiment, je l'aurais pas cru. Ouais, Et parce clairement. que Froome aussi a un côté sympa et on le sait. C'est un mec gentil, c'est un mec qui est toujours agréable et ça joue en fait dans la cote de sympathie. Et une fois qu'il n'y a plus le côté victorieux, le côté je marche sur le Tour de France, qu'est-ce qui reste? Il reste le côté c'est un mec sympa. Donc il y en a certains qui auront toujours cette petite animosité envers Chris Froome parce que ils ont été trop déçus par les victoires de Froome pendant des années sur le Tour. Mais ceux qui sont passés au-delà de ça réussissent aujourd'hui à apprécier Chris Froome et à se dire ah c'est cool de le voir de nouveau à l'avant. Après il y a Niloukat qui demande est-ce qu'on va le revoir à l'avant sur Tour de France. Je pense qu'il essayera, mais des opportunités il n'y en aura pas non plus 10 000. Aujourd'hui on a dit qu'on avait été un peu surpris que les favoris laissent passer cette étape et n'aillent pas se jouer la victoire à l'Alpe d'Huez alors que c'est prestigieux. Je ne suis pas sûr qu'à Otakam et à Peragude ils laissent l'échapper de nouveau. Ouais, c'est clair. Et on rappelle, Christopher Froome, il est en contrat jusqu'à la fin de la saison avec Israël. Pour l'instant, on ne sait pas où il va, ce qu'il fait l'an prochain. Et il a 37 ans, donc on ne sait pas du tout si l'an prochain. Il faut rappeler qu'il coûte cher quand même à Israël. Ouais. Après, peut-être qu'il coûtera moins cher l'an prochain, étant donné sa saison. Ce Mais qui est sûr, c'est qu'il coûtera moins cher, ça c'est sûr et certain. Après, c'est combien moins cher? c'est clair, c'est clair. Et ouais, les cyclisters, c'est assez fou. On est presque 3000, c'est dingue. Merci à tous ceux qui sont présents. On rappelle pour tous les nouveaux, on est ensemble à partir de 19h le soir de chaque étape avec Paul et avec Robin de 19h à 20h habituellement. Mais comme aujourd'hui, on savait qu'on allait être encore avec le Tour de France avance. On s'est dit on va prendre notre temps encore plus et on va en profiter. Donc on a débriefé l'étape du jour et désormais c'est l'heure de la Fantasy Discord parce que sur Roue Libre avec Specialized on vous fait gagner plein de cadeaux et notamment pour les 3 premiers de la Fantasy Discord de Roue Libre. Si vous voulez la regarder, vous allez rejoindre notre Discord. Il y a plein de salons qui sont géniaux si vous aimez le vélo, le débat, etc. Il y a le lien qui pop-up souvent dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Et donc, on a fait une Fantasy made in Roue Libre. Etoff a sorti le classement pour aujourd'hui. Polo, je te l'ai affiché d'ailleurs si tu veux le mettre. Il nous l'a mis en commentaire, Toff aussi. Ah bah top, parfait. Flock compte donc 84 points devant Arthur 93 et Vromega 95. Alors je crois du coup que ça ne change pas. Non, ça ne change pas. Ils avaient mis qui aujourd'hui? Si vous êtes dans le chat, les gars, je sais Je crois qu'Arthur qu'ils avaient mis Vromé- Bardet. Moi, j'ai lu tout à l'heure que le trio de Je tête avait regarde mis par le même rapport coureur. au Je crois que c'est Bardet. classement. Je regarde par rapport au classement d'hier. Flock avec 77. Il a désormais 84, donc il a mis le 12e. Donc c'est possible que ce soit C'est Bardet. Adam Yates le 12e. Voilà, Arthur. Vromega, mais Vingard. Ok. Et Donc, Arthur aussi. il fait un Ok. petit. D'accord, ok. Bon, j'ai Donc dit ils avaient complètement 10 n'importe quoi. points de Alors. retard. Ouais. Après, c'était pas loin. Flo, il avait encore jamais commenté.
Et le voilà qui Salut. nous rejoint. Floc-Flo, Dis-nous qui accroche-toi t'as- parce que les lots qu'on fait gagner, Est-ce ils qu'il est sont au quand même courant qu'il peut sympas. gagner, Floc-Flo? Ouais, je sais Floc-Flo, pas. ouais. Est-ce que tu Floc-Flo, sais est-ce ce que que tu peux gagner? Voilà, on va voir ce qu'il nous dit s'il sait. Et ce serait curieux de savoir parce qu'on va dire que celui qui gagne, eh ben, en gros, il aura le choix entre les 3 lots, le maillot de champion du monde à la Philippe dédicacé, le maillot de par la Remco Philippe, hein, pas Evenepoel, par nous. pas par nous évidemment, le maillot d'Evenepoel dédicacé et le maillot de champion de France de Florian Sénéchal. T'imagines, il y a le maillot d'Alaphilippe et tu viens, t'apposes ta signature dégueulasse. Le truc, il te le renvoie. Il te le renvoie, le truc. Tu peux gagner un maillot de Pierre signé Latour. Joseph. Exactement. Donc voilà pour la fantasy Discord, les amis. Ensuite, donc l'étape de demain. L'étape de demain que je vais vous montrer. On sort un tout petit peu des Alpes, on reste pas loin, bien évidemment, dans la région. Alors, je vous montre le profil. Donc, on va partir de Bourdoisan jusqu'à Saint-Étienne, 192 km, et un profil accidenté. Donc, deux côtes de troisième catégorie, une côte de deuxième catégorie, et après la côte de Saint-Romain-en-Galles, ça remonte un peu. Alors la côte, elle est pas répertoriée. La côte. Putain, je vais jamais y arriver, mais c'est impossible de combiner les deux de toute façon. Elle est pas répertoriée, mais j'ai quand même l'impression que ça monte, hein. Enfin, moi, je sais pas, je vois ça devant ma gueule. C'est Je me dis que ça monte. le profil de Pro Cycling Stats peut faire peur, mais il reste quand même moins violent. Alors, il l'est quand même, notamment cette côte de Saint-Romain-en-Galles. Elle est quand même Ouais. à plus de 6 km et 4,5%. Donc, c'est quand même un terrain de jeu pour pouvoir embêter les sprinters. J'ai du mal à imaginer les sprinters quand même passer. C'est assez vallonné. Mais par Ouais, contre, mais je sais pas, hein. j'imagine pas un Van Aert ne pas passer ça non plus. Donc, Il y a un truc à que voir j'aime si bien c'est regarder, à voir si c'est Paul. l'échappée. Bah, calme-toi C'est parce ça. que tu es en live, Joseph, avec ton écran. Ouais, je sais. Mais en fait, non, mais je sais parce que je voulais te montrer ça, tu vois, parce Ne que tape c'est pas vrai que les n'importe quoi. profils, Ne tape pas n'importe quoi. ouais, en réflexe, il faut faire attention. Quand on sait que les profils ne sont pas toujours très représentatifs, tu vois, comme c'est arrivé là, on ne sait pas exactement ce que ça représente. Peut-être qu'il y a des gars dans le chat qui sont de la région qui peuvent un peu nous dire. Mais j'aime bien regarder la présentation de Christian Prudhomme parce que eux sont vraiment allés sur place et savent un peu ce qu'il en est. Et tu vois, Christian Prudhomme, lui dit sur ce type d'étape, les échappés auront peu de marge de manœuvre, tous les espoirs sont permis. Une arrivée au sprint, de bien mener leur projet, des équipes mobilisées sur l'objectif d'une arrivée au sprint, de bien mener à bien leur projet. Donc on peut J'ai rien compris à la s'imaginer dernière que, phrase, Joseph. ouais, mais c'est parce que j'aurais dû la prendre dès le début. Le profil sans grandes aspérités permet théoriquement à des équipes mobilisées sur l'objectif d'une arrivée au sprint de mener à bien leur projet. Voilà, c'est du Christian Prudhomme dans le Mais texte, ancien journaliste à l'équipe et qui sait Ouais, ça manier France la Télé. plume joliment. Mais donc je me dis, bon, bah, peut-être que ça veut dire que c'est pas si compliqué que ça après cette dernière côte, quoi. non, mais les sprinters peuvent passer. La question que moi je me Il y aura pose, un duel Matthews-Van Aert. c'est ça, c'est que le lendemain d'une journée le lendemain d'un duo d'étapes terrible dans les Alpes, est-ce qu'une équipe comme la Quick-Step aura à cœur de rouler pour Jacobsen pour une éventualité où justement Van Aert et Matthews accélèrent dans la petite difficulté à 7-8 km de l'arrivée. Enfin, voilà, écoute, c'est pas. Ça va encore être compliqué à pronostiquer ça demain matin, Robin, à Wina. Mais est-ce que même une échappée peut pas y aller avec un peloton qui lâche un peu de l'est pour essayer de récupérer? Franchement, Il va y avoir quelques équipes pour rouler. Les Bike Exchange pour Matthews vont vouloir cette étape. Peut-être les Total Energy pour Peter Sagan s'il se sent bien. Voilà, quelques équipes qui n'ont pas encore réussi à gagner sur ce Tour de France qui peuvent le voir comme une opportunité. Donc il va falloir voir aussi si la Jumbo-Visma décide de donner un coup de main ou pas. C'est ce qui s'était passé sur la dernière étape qui ressemblait un petit peu. C'était laquelle? C'était Longwy ou c'était après? Lausanne. Ouais, je crois.
Lausanne, voilà. Lausanne, Van Aert la voulait. Jumbo-Visma avait roulé un peu et ça avait été réglé. Donc demain, si les Jumbo-Visma donnent un petit coup de main à Bike Exchange, ça ira au sprint aussi. Donc il va falloir voir également combien de coureurs partent en échappée. C'est peut-être un petit peu moins propice à l'échappée que ces derniers jours. Donc peut-être qu'il y aura moins de volontaires et que ce sera du coup beaucoup plus compliqué d'aller au bout. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais je pense qu'on aura un sprint entre costauds. Ouais, Avec un on verra. Philipsen notamment et Alpecin qui peuvent être Et intéressés. sprint entre costauds, les gars, alors ça fait un moment qu'on les a pas vus, on sait pas trop où ils en sont, mais un petit pronom à la volée comme ça pour nous régaler? Est-ce que vous avez ça en stock? Wood Van Allez, Aert. Matthews pour prendre un peu de risque. Je vois pas quand Wood Van Aert ne peut pas gagner si c'est un sprint lancé, où il n'a pas de problème, où il est bien placé, où il n'est pas enfermé. J'imagine bien Wood Van Aert. Ok. Donc voilà, et vous dans le chat, dites-nous qui vous voyez. C'est l'heure de la rétro de Robin et après, on le rappelle, on verra en théorie. Alors du coup, on a annoncé l'interview de Sandy Cazard. On verra s'il est bien là tout à l'heure. En théorie, il devrait bien être là. Il nous a validé qu'il serait là, etc. Donc on l'aura. Il est sur le. Mais il est très occupé sur le Tour de France puisqu'il est sur le Tour de France actuellement. Et je ne sais pas comment ça se passe en ce moment au sommet de l'Alpe d'Huez, si c'est chargé ou pas, si c'est compliqué de rejoindre l'hôtel ou pas. Donc on fait le maximum en tout cas. Voilà, on va tout faire pour avoir ce spécialiste des échappés qui a rythmé notre enfance et nos après-midi sur le Tour de France. Donc c'est l'heure de la rétro de Robin. Tous les jours, Robin nous fait un petit saut dans le passé, nous parle du Tour de France qu'on a aimé. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de très très grands noms, Robin. Oui, on va parler de l'Alpe d'Huez, bien sûr. On va parler de 1984, quand on était passé sur ce col mythique avec un affrontement entre guillemets, parce que vous allez comprendre pourquoi, entre Bernard Hinault et Laurent Fignon. Pour replacer un petit peu le contexte, Bernard Hinault, à cette époque-là, il a déjà gagné 4 fois le Tour de France, mais il est dominé sur ce Tour de France 1984. Le maillot jaune, c'est Vincent Barthaud, qui est un coéquipier de Laurent Fignon, qui est dans l'équipe Renault. Et Laurent Fignon, lui, est deuxième du général, 3 minutes devant Bernard Hinault environ. Donc l'Alpe d'Huez qui arrive à aller à 5-6 jours de l'arrivée à Paris, ça doit être le début de la remontée de Bernard Hinault, s'il le peut, si cette remontée est possible. Sauf que le blaireau, celui qu'on surnomme le blaireau, a un peu de mal sur ce Tour de France. Il n'a pas envie d'abandonner, il n'a pas envie d'arrêter d'attaquer, mais il est pas à son meilleur niveau. Il faut rappeler qu'il n'était pas là en 1983, l'année précédente, il était blessé au genou. C'est Laurent Fignon qui s'était imposé justement, qui avait gagné son premier Tour de France. Fignon qui à l'époque était coéquipier de Hinault chez Renault et qui avait pris un petit peu le pouvoir chez Renault. Après ça d'ailleurs, Hinault était parti de l'équipe Renault, il avait quitté Cyril Guimard, son manager historique, et il était parti chez La Vie Claire, l'équipe montée par Bernard Tapie. Donc ça avait donné la possibilité à un duel entre Hinault et Fignon qui n'étaient plus coéquipiers. Et on se dit qu'on va l'avoir enfin, ce duel sur le Tour 84. Hinault à l'époque, c'est le trentenaire qui a déjà tout gagné. Et Laurent Fignon, c'est le jeune coureur de 23 ans, champion de France, des championnats de France où il a battu Bernard Hinault et qui veut désormais le détrôner sur le Tour de France. Ouais, et tout ça dans la même équipe, effectivement. Donc vous imaginez à quel point. Plus dans la même équipe. Plus dans la même équipe, mais bon. On imagine bien à quel point ils devaient se regarder du coin de l'œil ces deux-là. Et donc, sur l'étape de l'Alpe, Hinault se retrouve donc lâché par Fignon et Herrera dans la côte de Lafré. Mais ça, on en parlera juste après, Robin, parce que en une montée sèche comme celle-ci, donc on va avoir un véritable duel entre les deux. Et Fignon, Herrera, il y a une dernière difficulté et tout sur cette. Je sais pas où tu vas, Joseph. Alors, attends, j'ai hyper mal lu. Je te jure, aujourd'hui, je lis les trucs à l'envers. J'ai les trucs à l'envers, mon Robin. Tout est bien organisé sur cette émission. Joseph est censé remettre une pièce dans la machine et on repart. Mais là, j'ai complètement. C'est un mauvais jukebox, Joseph, aujourd'hui. Alors, je t'explique. J'ai commencé à lire. Je me dis, attends, je lis pas la bonne chose et je lis celle d'hier. Et après, au milieu de la phrase, je me dis, bah non, en fait, c'est la bonne phrase. Donc, on est bien sur l'étape de l'Alpe avec Hinault qui se retrouve lâché par Fignon et Herrera dans la côte de Lafré avant la dernière difficulté du jour, Robin. Ouais, c'est ça. Hinault un peu largué, mais il réussit à revenir dans la vallée et il place un contre immédiatement. Un petit peu de panache de la part de Bernard Hinault, mais en fait, il se dirige tout droit vers une humiliation qu'il est en train de causer lui-même et qu'il n'imagine pas à ce moment-là, puisque après la vallée, on a le début de l'Alpe d'Huez et dans les premiers lacets de l'ascension, on a d'abord Lucho Herrera, le Colombien qu'on voit sur la photo tout à gauche, sur la photo précédente, qui s'envole et qui rattrape Bernard Hinault. Et ensuite, surtout, on a Laurent Fignon qui est quelques secondes derrière, qui se
s'occupe pas trop de Herrera, qui est pas dans la bagarre pour le classement général. Mais donc, Laurent Fignon, lui aussi fait la différence et lui aussi rattrape Bernard Hinault. Et là, il y a une scène incroyable où Fignon dépasse Bernard Hinault sans même le regarder. On a un Fignon qui est super bien posé sur son vélo, alors que Hinault, lui, est vraiment en bagarre. Il pédale avec les épaules, il a du mal, ça se voit, il est à l'ouvrage. Et voilà, Fignon s'enfuit. C'est exactement cette photo-là, Joseph. Fignon s'envole et Hinault ne peut rien faire à part le regarder. C'est vraiment fou la différence entre les deux, parce qu'il y en a un qui donne l'impression de ne pas forcer du tout et l'autre d'être complètement à l'arrache. Et le blaireau, finalement, il n'a pas l'habitude, mais il en est réduit pour une fois à un second rôle. Et le coup de grâce arrive véritablement à l'arrivée, où Fignon explique au sujet de Bernard Hinault, de l'attaque de Bernard Hinault: quand j'ai vu ça, je me suis marré, j'ai rigolé. C'est une attitude aberrante quand tu te fais larguer. La moindre des choses, c'est de profiter de ton retard pour te rebecter, c'est-à-dire te refaire la cerise. Mais Bernard a trop d'orgueil. Il a voulu faire un coup de panache. Tous les spécialistes vous le diront. Son truc, c'était perdu d'avance. Donc, sacrée déclaration pleine de trash talking. Et récemment, Hinault disait, en s'en rappelant, il répondait à cette histoire. Il disait: j'ai mis ça sur le compte de la jeunesse à l'époque. C'était une erreur d'appréciation de la part d'un jeune qui ne connaissait pas encore toutes les règles de respect. Je lui avais fait payer ça 2 ans plus tard dans les Pyrénées. J'avais vissé alors qu'il était mal. Il avait dû abandonner. Ça, c'était sur le Tour 86. Sauf que la vérité, c'est qu'on se rappelle surtout de ce qui s'est passé en 84. Ouais, effectivement. Et en vérité, Hinault, depuis le début du Tour 84, il avait vraiment du mal à vivre l'ascension de Fignon, quoi. Ouais, parce que c'était l'ancien petit jeune qui était arrivé chez Renault, alors que Hinault était au top, et qui vient un peu lui chipper la place. Et dès le début du tour, il y avait des déclarations où tu te dis: ça a l'air un petit peu tendu. Hinault avait dit: si je ne me considérais pas comme le favori, je ne serais pas là. Sauf que le vainqueur sortant du tour, c'était bien Fignon. Et sur Fignon, il dira même: s'il était aussi fort qu'on le prétend, il aurait dû gagner le Giro. Un Giro 1984 que Fignon avait perdu face à Moser dans des conditions très contestables, avec des circonstances qui ont fait parler pendant des années et des années. Donc finalement, pour la première fois de son histoire sur le Tour, Bernard Hinault est battu. Il avait jusqu'ici ramené le maillot jaune à Paris à chaque fois qu'il avait pris le départ, sauf en 1980, où il avait dû abandonner à mi-Tour de France à cause d'une blessure au genou, mais il avait abandonné le maillot jaune sur le dos. Donc il était toujours sorti du Tour de France, la tête haute, avec le maillot jaune finalement. Et là, pour la première fois, il est à terre. Le mythe est un peu effrité pour la première fois sur le Tour de France. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est aussi cette année-là que Hinault atteint sa cote de popularité maximale. Il y a le sentiment qu'on n'a jamais autant soutenu Bernard Hinault, et on en parlait tout à l'heure avec Christopher Froome, qui est aujourd'hui un peu plus populaire que dans les années où il gagnait. C'est exactement ça. Et Bernard Hinault disait à l'époque: je suis populaire et ça me fait un bien immense. Un an après, aidé par Greg LeMond, toujours dans l'équipe La Vie Claire, il gagnera quand même un 5e Tour de France. Donc il retrouvera le goût de la victoire et du succès sur le Tour, mais sans Fignon au départ, qui à l'époque est blessé et donc forfait. Et après ce Tour 84, finalement, on n'aura plus jamais vraiment le droit à ce duel entre Laurent Fignon et Bernard Hinault, qu'on aura eu véritablement une seule fois sur le Tour 84. Et ce qui est marrant, c'est que Hinault, l'an dernier, dans un entretien à l'équipe, offrait peut-être ce qui est la plus belle conclusion à cette rivalité qui a existé. Il disait: Laurent n'a peut-être jamais su à quel point il m'a fait chier sur le Tour de France 1984. Je n'ai jamais oublié ma frustration de ne pas pouvoir l'inquiéter. Il était infaillible. J'aurais voulu lui parler plus longtemps de tout ça, de ce qu'il m'a fait subir sur ce tour-là. Je pense qu'il en jubilerait encore aujourd'hui. Il avait des raisons d'être fier de s'être offert le blaireau de cette manière. Ah, mais t'as trop de caractère, Bernard, pour lui dire en face. Et effectivement, après, ce sont des regrets, mais des regrets de champion. Et c'est bien normal de savoir que ces hommes-là n'osent pas s'ouvrir à leurs faiblesses, et notamment Bernard Hinault et Laurent Fignon, qui nous avaient offert des duels absolument mémorables et incroyables. Merci à toi, Robin, de nous avoir fait revivre ça encore aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce dont tu vas nous parler demain ou pas encore? Non, j'ai oublié. Je le sais, c'est noté quelque part, mais j'ai Bah, zappé. écoute, on reverra. Ce sera la On, surprise. on reverra ça, effectivement. Est-ce que Sandy est avec nous? Il vient il Par vient de hasard. me dire que c'est un petit peu compliqué. Il arrive seulement à l'hôtel, donc je ne sais pas si ça va être faisable. Je pense que peut-être on peut partir sur le quiz et voir après ça si Oui. Sandy est Et dispo ou pas. puis au pire, ce sera un autre jour, c'est pas très grave. Ouais, exactement. De toute manière, on le sait, on est sur Twitch, donc on s'amuse et il y a plein de trucs pour s'amuser tous ensemble. Et comment ne pas s'amuser autour d'un quiz tous ensemble avec Polo, donc qui est pour le moment à 4 points, 4. C'est bien ça, les copains. Non, 10 Non, 10-6. c'était 4. 10-6. 10-4. Ah oui. Bon, à chaque fois, j'en 10-6. oublie 2. Ça change Ouais. rien. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va se faire un petit quiz. Alors.
tac. On va démarrer par des qui suis-je, les copains. Qui suis-je? J'ai commencé le vélo en 2013. J'étais en pro continental. Je suis encore en activité et je fais actuellement le Tour de France. J'ai été bien 26. filmé. Putain, ouais. Bah bravo. Je lis dans Oui, tes mais- pensées et je me suis dit, un mec en 2013, ça correspondait les années. Je me suis dit, il va nous parler d'un gars qui a fait un truc aujourd'hui. Effectivement. Alors, 1-0 pour Robin. Question de rapidité. Qui a gagné le contre-la-montre du Dauphiné cette année? Van Aert. Non. Du Dauphiné. Il termine deuxième. Ghana. Ghana. Ah Exactement. ouais, bien joué. Putain, je suis pas bon sur les trucs de rapidité. Eh, en fait. partout. Toff Bah, a si, dit, t'es bon. Toff a dit Van Aert aussi. Hein. Il y en a d'autres qui se sont fait avoir. Ouais. Et bien joué à Gunther qui trouve en premier. Troisième question, rapidité aussi. Qui termine troisième de ce contre-la-montre? Bisseguer. Non, Roglic. non. Roglic, il fait 5. Kung. Non, Euh, c'est pas simple. C'est un Britannique. Thomas, Thomas. il était en Suisse. Non, il était au Tour de Suisse, un Thomas. jeune Britannique de 23 ans. Hater. Ethan Hayter. Ah oui, Exactement. bien joué. Bien joué. Ouais, Il y en a qui l'avaient. Hein. Alp 6303, il l'avait. Hein. Donc ça fait 2-1 pour Robin. On cherche un col, les gars. J'ai été monté 33 fois par le Tour de France depuis 47. Depuis 47, ok. Je suis à la limite de la Savoie et des Hautes-Alpes. Jusqu'en 78, le peloton passait sous un tunnel à 2558 mètres d'altitude. Les coureurs L'Isoard. montaient donc 1 km en moins. Non, L'Isoard. c'est pas l'Isoard, mais il y a de l'idée. C'est pas le Mon Galibier. altitude, c'est le Galibier, exactement. Bon. Ça fait 3. J'avais un petit doute sur le tunnel du Galibier, mais ça me disait un truc. Ouais, effectivement. Alors, on continue. Je vais vous trouver un petit qui suis-je un peu plus sympa encore. Moi, je me régale, hein, Ces t'inquiète pas. années-là, je les aime bien. J'ai commencé ma carrière en 85, je l'ai terminée en 92. Hein? Courte. Carrière courte. Ouais, Ah oui. relativement courte. 7 ans. Et je l'ai terminée chez Manzana Postobón. Je suis colombien, âgé aujourd'hui de 61 ans. Para. Fabio Parra. Non, Lucho Herrera, alors. exactement. J'ai cru que t'allais pas aller sur le mec vraiment. Et Polo a pensé pareil que moi, j'ai l'impression. Ouais. Effectivement. 4-1. Alors que dans le chat, ouais, depuis 47, ouais, les gars. Effectivement. Qui suis-je? En fait, Vinstor a pas compris, mais quand t'as dit 33, c'était sur la période après-guerre. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Alors, je suis désormais âgé de 53 ans. Dans ma carrière, j'ai gagné de multiples étapes de la Vuelta. J'en ai gagné 18. J'ai gagné 4 étapes du Tour de France, 9 étapes du Tour du Pays Basque. J'ai porté le maillot jaune du Tour d'Espagne, le maillot de leader du Tour d'Espagne, pardon. Maillot or, ouais. Maillot or, exactement, à ce moment-là, c'était le maillot or. Et j'ai gagné 2 fois la Classica San Sebastian. Roberto Jalabert. Heras. Jalabert. Jalabert, exactement, Ah, Paul. bien joué. Tout à fait. Alors, on va chercher une équipe. Il y a combien là, 4-2? Ça fait 4-2. Mhm. 4-2. Je suis une équipe. Un de mes coureurs a gagné le Tour du Limbourg cette année. J'ai peu gagné. Mais j'ai gagné aussi. C'est une équipe actuelle, du coup. C'est une équipe actuellement. Bike dans le Exchange. Tour. Ce n'est pas Bike Exchange. J'ai gagné aussi sur le Tour d'Italie. J'ai gagné la 8e Tour étape. du Limbourg, c'est Dely, non, l'auto? Exactement. Oh, t'es chaud. 4-3. Je me disais, Bien joué. ça c'était un mec. Avant le tour, je me souviens d'avoir checké un peu. Et c'est quand on a fait le classement des sprinters là. Tu sais, on s'était posé la question. Ouais. Et on pensait à Dely du coup. Et c'est là que j'avais vu ça. 4-3, putain, j'ai chaud là. 4-3, effectivement. Qui suis-je?
Je suis je suis actuellement 6e au classement UCI individuel. Vanderpool. Non, c'est pas Vanderpool. Vanderpool est 8e. Alaphilippe. C'est pas Alaphilippe. Il est 10e. Donne-nous d'autres indices, non? Ah bah ouais, si je veux. Des mecs qui ont pas mal gagné depuis le début de saison. Jacobsen? Ce n'est pas Jacobsen. Alors cette saison, j'ai notamment gagné une très grande course. Van Barle. Ce n'est pas Van Barle. Mais Paul, Mohoric. tu diriges dans la bonne idée. Voilà, exactement. C'est Matej Bien joué. Mohoric. C'est Tu Matej sais que j'allais Mohoric. dire Steven, je pensais au vainqueur de San Remo, mais j'arrivais pas à trouver la bonne année. Ah, Je me disais, mais c'est qui dommage. a gagné San Remo cette année? Matej. Dans Allez. la même idée, 4-4. Il y a 4-4 là? 4-4. ouais, il y a Ça va en combien cette histoire? 4-4. Eh bien, on peut aller jusqu'à 10, Ok. si ça vous va. Vas-y. Ok. Qui suis-je? Je suis une équipe actuellement 2e du classement par équipe UCI. Ineos. Non, 3e. UAE. Ouais, et c'est Robin qui le dit juste Quoi avant, Paul. Ouais, je le dis avant, je pense. Moi, j'ai l'impression de le dire avant. Mais après. Ah ouais, peut-être bah, que- tu non, mais m'étonnes. vraiment, là, pour le coup, peut-être qu'avec le décalage. Allez, le dites-nous chat, le le chat, chat dites-nous va le le chat. dire. Le chat va le le dire. chat va choisir. Le décalage. Et j'accepte. Non, mais vraiment, moi, j'ai l'impression de le dire vraiment avant. Mais après. Oh. C'est chaud parce que sinon, Égalité, en même temps, vas-y. ils disent GG Robin. Robin. Ah, il y a 2 GG Robin. Non, ça, c'est parce que Joseph a dit ça. La VAR, égalité, c'était vraiment serré. Ouais, pas de points. Bon, tout le monde dit en même temps. Allez. Ah, Ok. c'est bien ce qui me semblait. J'avais pas. Ah, voilà. Jean-Claude Duss, mais il est pas. Il est, Oh, il est regarde-moi pas cet honnête. escroc. Il y Il est a pas un honnête, gars qui a Jean-Claude dit que Duss. Polo l'avait Non. dit avant, il saute dessus. Non, mais pour moi, il y avait égalité aussi. Mais au moins, si le chat a la même vision des choses. c'est ok. La whisky dit pense au PayPal pour le GG. J'y penserai, t'inquiète. Mais envoie un MP. Bon, on reste à 4 partout, du coup. Quelle nation est actuellement première au classement UCI? Slovénie. Il veut Non, nous faire tous les deuxième. classements ici. La Belgique. Exactement, 5-4. Et pourquoi pas? Pourquoi je te ferais pas tous les classements UCI? Moi, c'est ça qui me régale, moi, de faire... de faire des trucs comme ça. Alors, de quelle étape du Tour de France est-ce que je parle? J'ai été remporté par Van Aert cette année. Longwy. Longwy. Non, Calais. Exactement, l'étape de Calais. 5-4. Ah, il y a des questions de rapidité, il y a des questions un peu plus sèches. Alors, on va chercher le 3e du classement général du Tour de France en 1987. Delgado. Pas loin, mais il termine 2e. Roche. Pas Roche est loin, mais il vainqueur. termine 1er. Oui, putain, merde, je confondais les Ah, années. Robert Millard. Non, c'est pas Robert Zimmermann. Millard. Non, c'est pas Zimmermann. Oh, attends. Je vais dire. Jean-François Bernard. Exactement, Jean-François Voilà. Bernard. Ah, j'ai été le chercher celui-là. Je te jure que maintenant, pour trouver les réponses, je pense qu'est-ce qu'aurait fait Joseph? Pourquoi il est allé chercher ce mec-là? Du coup, je me suis dit, ça doit être un Français. On en est où? On en est à 5-4 du coup. Non, 5-4, mais je monte jamais, moi. Ah, il y avait Il y a- 4-4 juste avant. Il y a 7-4. Il y a 7-4. Il y a Joseph. 7, ouais, voilà, merci Ah Polo. ouais, il y a eu des 7-4. réponses avant. Ah oui, il y a eu la Belgique. J'ai donné Oui, Belgique, oui, j'ai t'as donné un raison. autre truc. J'ai tenté, pas là. Merci le chat, eux ils suivent le score. 7-4. 5-4 depuis 10 minutes. Qui suis-je? Je suis le premier Espagnol du Tour de France 2003. Beloki. Ah bah non, il Non. abandonne. Zubeldia. Exactement. Putain, il est chaud. 8-4. Ah, il est bouillantissime, le mec. Effectivement. Donc 8-4. Qui suis-je? Je suis le premier néerlandais du Tour 2010. Gezink. Et j'entends Paul d'abord. Ok. On va demander au chat, c'est fair play.
Ouais, en effet, je me suis entendu avant, mais moins que tout à l'heure. Du coup, j'imagine que cette fois, Polo est devant. Pour moi, je le dis juste avant. Mais ouais, ouais. Mais Moi, c'est bon, j'entends c'est plus toi. Paul. C'est beau pour le suspense. Écoutez-le, être en confiance totale, là. C'est Appelez-moi terrible Pogacar. d'entendre ça. Ouais. Je vais Ça peut-être fait, perdre le maillot. ça fait 8-5. Qui suis-je? Je suis le premier Italien du Tour de France 2000. Pas simple, hein, parce que je suis 10e. Guérini, Non. Je vais donner des indices juste après. hein. Garzelli, Non, j'ai fait Chez 8 Poli. Tours de France. Piepoli, non. J'ai fait 8 Tours de France. J'étais chez la Mapei d'abord, puis après chez T-Mobile. Savoldelli. Non, c'est pas Savoldelli. Putain, la T-Mobile, ça marchait bien, Guérini. Ouais, Guérini, T-Mobile. T'as pas d'autres indices hein? Allez, je vais aller en chercher d'autres sur Un la page Italien sur de la laquelle j'ai T-Mobile, essayé. j'ai pas de. J'en ai pas d'autres. hein. Daniele Dans le Nardello. Ah ouais, bien joué. Exactement. Putain, j'ai complètement zappé qu'il était chez T-Mobile. Et, Ouais. Tu le sors d'où du coup? De ma paye. Ouais. Non, mais Ouais. Tu le sors pas du chat. hein? Ah, ça y est, ça y est. J'ai il a pas le pas chat, ça. Robin. Et C'est tout vous à qui. l'heure, t'as trouvé, Tout à l'heure, tout à l'heure, t'as trouvé Bernard, on aurait pu te dire la même chose. Ouais, moi, le chat, je l'ai pas. C'est vous qui dites, ouais, le chat l'avait avant, le chat l'avait. Moi, j'enlève le chat pendant le quiz, les gars. Moi, je le Ah oui, remets oui, bien à sûr. chaque fois qu'on l'a trouvé. Ouais, Mais si, je change d'onglet, quoi. Donc, tu Ça me dis fait que t'as le 8-6. chat. Tu me dis que t'as le chat, Robin. C'est ce que t'es en train de me En dire. permanence. C'est pour voir ce que les gens disent. S'ils nous disent qu'on est nul, tu vois, ou s'ils nous disent qu'on est bon. Bon, bah, c'est bon à Ça savoir. Je fait- vais remettre le chat alors. 8-6. 8, 8-6, ouais. 6, 8-6. La Paul, Allez, il fait que prendre des éclats, après il revient. Ouais, Ah, putain, je exactement. suis C'est David Graham Genre un Thomas. Français. Chez David Godu. Qui suis-je? J'ai terminé 7e du Tour de France 2014. Et je suis tchèque. Vandenbroek. Kreuziger. Non. Koenig. Exactement, Léopold bravo. Koenig. 9 balles de match. Putain, allez. La balle de match. Mais pour quoi, Robin. Bondisson, il est très chaud. Il y en a plusieurs dans la foulée, là. Vous l'avez eu très vite, les gars. Bien joué. Qui on va aller chercher? Parce que j'avais prévu une question, mais elle n'est pas. Elle est T'aimes peut-être pas pas adaptée à la dernière. Au moment décisif, quoi. Moi, je veux trouver un truc stylé. T'as qu'à Mais faire un bon, beau qui suis-je. Allez, je vais faire un beau qui suis-je. Exactement, tu as bien raison. Je vais aller chercher. Alors, c'est un mec qui aura participé au Tour de France cette année. hein. Donc, Cette année, tu vas pas prendre un vieux plutôt? Tu veux un vieux? Allez, je vais aller te chercher. Polo, tu veux pas un vieux? Tu veux pas un mec des années Comme 2005 vous voulez, 10? les gars. Moi, je suis. Moi, Je trouve que les actuels, ils sont moins marrants. Non, mais ça se défend. Ça se défend. Alors, je vais aller chercher quelqu'un de cette startiste-là. Ouais, elle est bien Il y a puante, 9-6. celle-là. Il y a 9-6. hein. Elle est bien puante, elle est nucléaire même, cette start list. On n'a qu'à dire que celui-là, Non, j'ai rien dit. Pardon. Oh là là, celui-là, il est incroyable. Celui-là, On va me mettre dans la c'est un merde, nom hein. qui va ressortir de derrière les fagots, on va se régaler. J'ai commencé donc ma carrière en 96. Ok, ça Je c'est l'ai bien. ça. terminé en 2006. Dans ma carrière, j'ai gagné notamment un tour d'une semaine qui aujourd'hui est disputé juste avant le Tour de France. Alors à voir s'il était déjà disputé juste avant le Tour de France, je ne suis pas sûr. Mais en ce moment, dans le calendrier, il est disputé juste avant le Tour de France. Ça vous laisse deux options. J'ai gagné une étape du Tour de France. J'ai gagné une étape du Tour de Romandie. J'ai gagné une étape du Tour de Suisse. J'ai aujourd'hui 52 ans, je suis français. J'ai porté les maillots de Casino. Mangin. Ce n'est pas Mangin. AG2R. Et j'ai terminé en 2006 Calzati. chez Agritubel. Ce n'est pas Calzati. Ça aurait été une bonne idée. M'a fait peur. J'ai gagné le Tour de Suisse en 97. Ce Tour de Suisse, je l'ai gagné devant Oscar Kamendiz et Jan Ulrich. Ah, je l'ai pas, ce mec-là. Un mec qui a fini chez Agritubel, je vois pas là qui c'est. Il n'est pas facile. Hein. Il n'est pas facile. Christophe Moreau. Ce n'est pas Non. Christophe Moreau. Non, bah non. Fini à la caisse d'épargne. J'ai 6 C'est vrai victoires que tu finis à professionnelles Casablanca. dans ma carrière et notamment cette victoire sur le Tour de France en 2000. Et je bats Marcel Wutz et Eric Zabel. Mais je gagne avec 1 minute d'avance. Donc je gagne en échappée à Limoges.
Ah, Et chercher d'autres petits indices parce que ah bah là, en fait, c'est il les n'est pas équipes qu'il a facile. fait, ça me perturbe trop. Ah non, je Je le, comprends. je le connais pas, ce De mec. Couture, tu l'as trouvé notamment. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont déjà dit dans le chat. Alors, je suis né dans le Val d'Oise, donc j'ai 6 Sérieux, c'est victoires chez moi? à Soignies sous Montmorency, pour être tout à Ah fait ouais, exact. c'est à 10 bornes de Il a chez été moi. formé à Puteaux et à Créteil. Je me suis fracturé la clavicule sur le Tour des Flandres 97. Oh là là, je suis loin là. Stéphane Hulot? Non, je me décris comme un cycliste moyen. Je suis ni rouleur, ni sprinter, ni grimpeur, mais je me Ah, c'est débrouille marrant, partout. ça va être vachement ça. Mon coéquipier, Pascal Richard, me qualifie d'attaquant né et de coureur qui n'a peur de rien. Je vais vous avancer sur les initiales de ce bonhomme. Ouais, je l'aurais pas. Ce sont les mêmes initiales que Crédit Agricole. CA. CA. Ah, Christophe Avel-Louto, ça finit en Louto, un truc comme ça. Agneluto. Christophe Oui, Agneluto. Polo Merci Agneluto. Robin. Merci Robin. Ah non, c'est terrible pour Attends, mais Robin. tu sais, est-ce que Polo, tu te rappelles pas que Joseph, il nous a déjà fait ce qui suis il y a genre 2 ans Mais Ah ouais? et qu'on avait déjà galéré de fou? Et je ne me Je te rappelle pas jure du qu'il tout. nous l'a déjà fait il y a incroyable. très Ah longtemps. ouais, t'es sérieux? La passe Sûr, D. sûr et certain. Énorme. Bah Ah, non, parce que moi je me souvenais pas du j'étais tout vous avoir fait. j'étais à des années-lumière. Ah ouais, Ah, c'est moi non, je clair. l'aurais jamais eu sur les initiales. Jamais. Non mais tu me donnes le Agnol Justo là, je sais mais oui c'est lui. Ah, j'étais un peu con. Oh putain. J'aurais Ah dû juste aller putain. au bout sans qu'on le trouve. Ah putain, c'est clair. Ça fait 9-7 9-7, ouais. 9-7. Il y en a qui veulent en 9-9, hein, c'est un peu 9-9. des escrocs, mais 9-9. Non, par contre, on peut faire balle de match avec si Robin gagne 2 points et si Polo gagne 1 point. OK, allez. Allez, c'est parti. Qui Mais tu suis-je? nous fais pas un mec aussi dur, quoi. Ah bah si, ça va, des fois c'est rigolo. Et Robin il demande des durs, après il demande des faciles. C'est quoi ça, cette c'est influence ça. sur l'arbitre? On joue, on est là pour jouer. On reste dans les mêmes années, les gars. Aujourd'hui, il a Christophe Agneluto. 45 ans. Et il nous a fait rêver, ce bonhomme-là. Croyez-moi, il nous a fait rêver là où on ne l'attendait pas. Attends, répète, j'ai pas entendu Joseph. Il nous a fait rêver là où on ne l'attendait pas forcément. Ok, Pas mais t'as dit une forcément. date avant? Non, j'ai pas dit de date, à part son âge actuel, 45 ans. Et c'est à Ok, peu ok. près les mêmes années que. C'est déjà important comme indice. Il démarrait sa carrière en 97 à la Française des Jeux et il l'a terminé en 2008. Il a Guédon. gagné. Non, Mangin. pas du. Non, il a gagné 2 étapes du Tour de France. Casar. Non. Fedrigo. Non, il a gagné sur Paris-Nice. Et il a gagné. Radi. Non, il a gagné 3 fois une étape sur les 4 jours de Dunkerque. Il a gagné sur le Critérium international. Il a gagné Gensvold. surtout une étape du Tour de France en 2003 et en 2004. C'est Et pas les Casar. amis, il n'a pas gagné n'importe quelle étape. Il a gagné The étape poursuivie pour sa Chavanel. catégorie de coureur. Non. Hein? Nazon, c'est Jean-Patrick Nazon. Exactement. Champs-Élysées. Ah, putain. Et yes. Jean-Pat, je Jean-Pat, l'ai eu. 20 victoires professionnelles, Jean-Patrick Bravo. Nazon. Putain, Jean-Pat. Ouais. Ah, celui-là, il arrive d'un coup. On pense tout de suite à de la montagne et tout, hein. Ouais. Jean-Pat, qui est terminé chez AG2R, effectivement. Fluxart l'avait trouvé dans le chat. Bravo à toi. Donc voilà. Bon, bah, on n'a pas de Sandy Cazard avec nous, mon Robin. Non, j'ai pas l'impression. Il m'a dit que c'était un peu compliqué, mais je pense que c'est partie remise. Désolé vraiment parce que on pensait que ça allait être ok, mais bon, c'est les aléas du tour. C'est pas toujours facile à l'arrivée. C'est pas toujours facile de pouvoir se poser dans un endroit calme avec une bonne connexion internet. Donc je pense que faut mieux ne pas le faire à l'arrache et le faire dans quelques jours. Exactement. Ouais, parce que après, bon voilà, on vous l'avait dit dès le début qu'on allait voir. Qu'on allait voir s'il était bien présent, notre ami Sandy Cazard, et de toute manière il a dit qu'il était hyper chaud pour venir bientôt dans Roue Libre. Donc c'est les interviews qu'on veut faire absolument, vous le savez, avec Robin et Polo, on essaie d'en organiser notamment pas mal le jeudi, et on
on va un peu voir. Il y en a d'autres qui arrivent d'ailleurs, des interviews sympas prochainement sur la chaîne Roue Libre. En tout cas, on vous remercie tous de nous avoir suivis. Et d'ailleurs, en parlant d'interview, sachez qu'on a une grosse surprise, celle-là aussi, elle est calée, avec un coureur plutôt important de l'histoire du Tour de France, on peut vous le dire. Et il va falloir se connecter très bientôt sur nos réseaux sociaux parce qu'on va l'annoncer. Et il sera donc comme ça dans la foulée de notre débrief du Tour de France aujourd'hui. On y a passé 1 heure et demie aujourd'hui, on s'est régalé. On peut dire quel jour ce sera ou pas? Oui, on peut dire complètement quel jour ce sera. Je demande à Polo en fait. Je demande l'approbation de Polo. Ouais, ce sera dans une semaine pile. Et croyez-moi, lui, il sera là. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Parce qu'on aura des choses à lui demander. Il a des choses à raconter. Ouais, Donc ça, et il après l'étape d'Otakam, soyez présents. Après l'étape il d'Otakam. adore raconter ces choses-là, en tout cas. C'est un parleur, un homme de caractère qu'on adore. Voilà, on vous a donné quand même pas mal d'infos, les amis. Donc on espère que vous serez là, bien présents. Et on se retrouve demain, donc du coup, sur Winamax TV pour la preview de l'étape de demain. Un peu plus de détails, un peu plus de codes, etc. Pour ceux qui aiment jouer, qui aiment jouer et avoir des conseils, c'est un tout autre délire que ce qu'on a sur Roue Libre 101. Les deux sont complètement complémentaires. Et je suis avec Polo, avec Robin. On essaie de mettre en place la même ambiance et on se régale en tout cas en le faisant. Donc demain à partir de 11h, et pour ceux qui veulent nous retrouver, on sera donc comme d'habitude 19h jusqu'à 20h en live pour débriefer cette étape. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, donc on va passer sur un autre terrain de jeu, mais pour le moins intéressant aussi comme d'habitude. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Polo, merci Robin, et puis à très vite du coup sur tous les réseaux. Ciao, ciao, gros bisous. Salut. Ciao les gars.